désirer et aimer la République. La bête de l'événement est là. La République, c'est moi! Je vous demande de vous arrêter. Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême. Non, je viens avec courtoisie, mais avec courtoisie. Bien sûr. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les. Au secours! Voilà, c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon. Vous êtes sur Radio Amis du Courtoisie. lundi, hardi et spécialement amis du lundi de Pâques. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, en partenariat, vous le savez, avec les amis de l'Incorrect, de Valeurs Actuelles et de Boulevard Voltaire. Aujourd'hui, nous préenregistrons le vendredi saint, mais puisque vous nous écoutez le lundi, je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. Et nous commençons justement par le sujet de par le rendez-vous de la réinformation, avec un sujet sur les Pâques des chrétiens d'Orient. Comment au Liban, notamment, fêtent-ils Pâques en ce temps de guerre ? Comment vivent-ils en Syrie et ailleurs ? Nous ferons également un point sur la politique de Donald Trump en Iran, sur ses errances, sur son agressivité envers l'Europe, sur sa frustration de ne pas parvenir à plier les affaires internationales comme on le ferait dans une série télé, ou dans ses rêves de sociopathe sénile, ou en voie de l'être, et de sociopathe peroxydé, j'ajouterais. Je lui en veux d'autant plus à Donald Trump, personnellement, qu'il m'a forcé à donner raison à Emmanuel Macron, alors que j'aurais aimé tout de même réussir à donner constamment tort au chef de l'État durant 2 quinquennats. À cause de lui, je ne réussirai pas cet exploit. Humour ensuite, nous dirons quelques mots des élus et des filles, entre Raphaël Arnaud, qui fait son grand retour à l'Assemblée nationale, soi-disant en toute discrétion, mais néanmoins devant toutes les caméras. Et puis alors évidemment, Rima Hassan, vous l'avez peut-être suivi, qui part en garde à vue pour apologie du terrorisme et qui termine comme une pauvre dealeuse ou toxicomane de cité avec de la drogue dans son sac à main. Et puis nous terminerons avec la commission sur l'audiovisuel public qui va s'achever le 9 avril après les ultimes auditions. Et à la fin du mois, donc, son rapporteur, le député UDR Charles Aloncle, va rendre ses conclusions dans un rapport qui est amené à faire grand bruit, mais grand bruit seulement si il n'est pas interdit par ses confrères, puisqu'il y a une petite astuce, c'est que les autres membres de la commission doivent voter pour approuver la publication de ce rapport, et il se peut qu'ils disent non. Et ce serait quand même assez grave. Et dans un entretien exclusif qu'il a accordé au magazine L'Incorrect, Charles Aloncle dresse, avant que la commission se prononce, et pour éventuellement déjouer l'obligation de silence qu'il aurait, il dresse un réquisitoire tout à fait implacable contre les dérives de l'audiovisuel public, donc gabegie financière, conflit d'intérêts à tous les étages, défaut de pluralisme, soupçon d'emploi fictif, et puis évidemment une culture de l'opacité et de l'impunité qui n'est plus à démontrer. Et il raconte aussi les pressions lourdes qu'il a subies tout au long de cette commission pour faire échouer ses travaux. Alors nous vous présenterons en exclusivité les révélations qu'il a faites dans cet entretien et nous reviendrons sur l'importance de cette commission qui peut avoir vraiment un impact déterminant sur les médias du service public, surtout évidemment à l'approche de l'élection présidentielle où les médias joueront un grand rôle, et spécialement les médias publics. Alors, soit ce rapport pourra permettre de clarifier et peut-être même d'assainir les médias du service public, soit il sera purement et simplement étouffé, et tout continuera comme avant. Et puis ensuite, sans transition aucune, nous changerons mais totalement de registre, avec un invité qui est parfaitement et délibérément étranger à la politique. Alors, ça veut dire qu'il est forcément un petit peu de droite, diront les mauvaises langues, qui est le comédien et metteur en scène Michel Faux. Alors vous l'avez peut-être vu en professeur de chant vénal et excentrique dans Marguerite de Xavier Janoli, où un rôle absolument extraordinaire. Vous l'avez peut-être vu dans un rôle un peu plus sombre, en producteur de pornographie débonnaire et baroque dans un film, je crois que ça s'appelait Que la fête commence, mais il faudrait que je vérifie. Et puis plus récemment en président de la République dans L'inconnu de la Grande Arche. Alors les amateurs de théâtre ont pu aussi le voir triompher dans Que l'enfant paraisse ou La jalousie de Sacha Guitry, tout récemment au théâtre de la Michaudière. Et voilà, ce soir, j'espère que vous aurez l'occasion d'apprécier cette rencontre avec un artiste
baroque qui repousse vraiment les limites du grotesque, du surréalisme, mais toujours avec beaucoup de finesse, avec une culture prodigieuse qui en fait un grand comédien classique, un grand metteur en scène classique aussi. Et par-dessus le marché, voilà, c'est un homme fort sympathique, donc nous sommes ravis qu'il vienne parler à Radio Courtoisie. Alors, pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir les catéchumènes de la réinformation avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Pierre-Alexandre, et je profite pour souhaiter joyeuse Pâques aux auditeurs et bonne semaine sainte à ceux qui suivent l'ancienne forme et qui ne sont pas... vous auriez dû c'est ne vrai. pas l'oublier, vous connaissez ça. Tout comme je pense aux orthodoxes qui le fêteront. Mais pensez aux catholiques aussi qui suivent l'ancienne forme, hein, parce qu'il y en a. Alors, par exemple, moi je vais chanter toute la semaine selon l'ancienne forme dans une église catholique. Vous chantez où, à Saint-Eugène ? Non mais à Saint-Eugène, c'est une église latine. Ah oui, c'est vrai. Nous avons déjà oui. fêté Pâques, mais à l'église russe catholique qui est juste à côté d'ici, nous sommes à l'ancienne forme et donc nous suivons le calendrier julien. Pardon ? Tout le monde peut venir ? Bien sûr. Voilà. Il faudra qu'on donne l'adresse alors pour aller écouter Benjamin Blanchard chanter. Surtout Henri de Villiers. C'est donc rue François Gérard dans le 16e arrondissement, juste à côté de l'église d'Auteuil. C'est une très jolie petite église. Et à quelle heure est-ce que vous chantez ? C'est sur le site de la paroisse, mais c'est à 19h tous les soirs, et puis à midi pour l'office de la mi-journée, et puis voilà. D'accord. On mettra les informations pour ceux qui voudraient assister à ces représentations, si je puis dire, à ces messes. Autre catéchumène de la réinformation, c'est le pape, l'évêque, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Nous attendons dans un instant Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Et aux commandes, nous avons donc Claudia qui va nous accompagner pendant 2 heures. Chers auditeurs, vous ne pouvez pas intervenir en direct parce que, comme je vous l'ai dit, l'émission est préenregistrée, mais n'hésitez pas à nous écrire, à envoyer vos messages, vos questions, et puis nous les transmettrons aux personnes concernées. Donc, vous connaissez les adresses, le courriel courtoisie@rc.fr et le téléphone 01 46 51 00 85. Eh bien, si vous voulez bien, donc nous commençons tout de suite avec les chrétiens d'Orient qui fêtent Pâques en temps de guerre, du moins au Liban. Mais bon, il n'y a pas que le Liban. Oui, ça ne va pas si bien ailleurs non plus. Oui. Donc justement, est-ce qu'on pourrait faire avec vous, Benjamin Blanchard, un petit tour d'horizon ? Par exemple, si on commençait par la Syrie, où la situation est tout de même, j'imagine, un peu tendue depuis... l'arrivée d'un pouvoir démocratique et donc... Et puis surtout ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne sais pas si les auditeurs ont suivi, mais il y a eu la ville chrétienne de Scalbié au nord-ouest de Hama, donc c'est dans le nord-ouest de la Syrie, qui a été attaquée par des djihadistes, des islamistes. Alors tout ça parce que, en fait, il y avait une jeune fille qui était en train d'être embêtée par un jeune homme, sûrement plein de bonnes intentions. De confessions différentes, donc. Oui, visiblement. Ouais. Et donc, là-bas, les jeunes gens ne se sont pas contentés de prendre des vidéos et d'applaudir ou de prendre des vidéos passivement. Ils sont intervenus de manière musclée et ils ont rossé tout simplement l'agresseur en lui faisant comprendre que ce n'était pas des manières. Et donc, l'agresseur est parti. Mais il allait prévenir ses petits camarades et ils sont revenus à des dizaines de personnes, des centaines peut-être, armés, et ils ont pillé littéralement et saccagé le centre-ville, les commerces, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que les forces de sécurité du régime en place ne sont pas intervenues, évidemment. Donc les habitants sont descendus dans la rue sans les manifester le soir même devant le siège des forces de sécurité. Le lendemain, ils ont fait une grande manifestation avec des slogans très clairs, réclamant d'une part rappelant qu'ils étaient des Syriens comme les autres, donc ils avaient le droit de vivre dans leur pays, et deuxièmement, réclamant une armée et des forces de sécurité représentatives de toute la Syrie, de la société syrienne. Ce qui n'est plus le cas du tout, alors. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'actuellement, c'est monocolore, c'est uniquement les anciens de Jabhat al-Nusra, qui sont dans les forces de sécurité. Donc, ils réclament que les forces de sécurité, sous-entendu, comprennent aussi
Par exemple, les membres de l'ancienne milice qui défendait la ville. Oui. Alors ça va être compliqué parce que cette ville s'est battue pendant 5 ans contre le Jabhat al-Nusra. C'est ce que justement. j'allais Donc dire, c'était oui. pas innocent non plus. Il y avait Après- 2 villes qui se battaient, donc qui ont été assiégées pendant très longtemps, Skelbier et Oui, Mardé. 2 villes juste Oui. à côté, Mardé et Scalbi. Après, il y en a eu d'autres villes Ouais. chrétiennes qui se sont très bien Oui, oui, battues. mais celles-ci sont, celles-ci, voilà. sont connues. Tout à fait. Et non, parce qu'il y a Sidnaya aussi qui Oui. est très connu, mais eux, ça a duré moins longtemps, mais près de Damas, et puis Saddad, etc. Et bon, il faut quand même noter que suite à la manifestation, il y a eu une nouvelle attaque, qui sont arrivés à moto, etc. Et là, les forces de sécurité ont barré l'entrée et les ont forcés à repartir. Ils D'accord. ne les ont pas arrêtés. Mais ils leur ont demandé poliment de repartir, ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Et puis cet épisode intervient juste après un décret du gouverneur de Damas, une semaine après, qui restreint la consommation, la vente d'alcool dans Damas au quartier chrétien. Donc jusqu'à présent, tous les restaurants de Damas, ou presque, servaient de l'alcool. Et là, maintenant, c'est limité à quelques quartiers, donc à 3 quartiers. Donc la vieille ville et puis les 2 quartiers chrétiens qui ne sont pas très loin de la vieille ville. Donc ça a provoqué des manifestations aussi assez importantes d'ailleurs, où il n'y avait pas que des chrétiens, je crois. Et le gouvernement peut imposer ça, vous pensez? Ou il y a des résistances populaires? En tout cas, il y a des résistances populaires. Ouais. C'est le gouverneur. Ça avance vers une sorte d'afghanisation ou... Non, peut-être alors, pas. je ne suis pas allé en Afghanistan, mais je crois qu'on en est très Assez très loin. loin et je ne crois pas que ça soit le plan, mais plus un modèle des États du Golfe, très religieux, très islamique, etc., mais qui évidemment ne convient pas à une bonne partie de la population syrienne, parce qu'il n'y a pas seulement les chrétiens, il y a les autres minorités musulmanes qui ont un mode de vie pas du tout conforme à celui voulu par ceux au pouvoir actuel, et il y a aussi toute la bourgeoisie sunnite qui était complètement sécularisée, ou la classe moyenne sunnite. Combien de temps vont-ils soutenir cela? Pour l'instant, ils font mine de soutenir, de s'en contenter. Ils ont adapté souvent leur mode de vie, les femmes se sont couvertes, etc. Mais combien de temps vont-ils jouer ce jeu-là? Parce que quand toute votre vie, vous avez mené une vie à l'occidentale, avec de l'alcool, etc., vous habillez comme vous voulez, de changer radicalement comme ça, c'est pas évident. Comment se passe la vie d'ailleurs pour les femmes en Syrie aujourd'hui, puisque... Ça dépend. Ça dépend de leur confession. Oui, mais si on est musulman, si on est dans l'administration, parce que l'administration est forcément assujettie à la politique de l'État. Donc, ça dépend de votre religion. Ah bon? Oui, donc évidemment, les chrétiennes, personne ne les force à se voiler, elles ne se voilent pas. Les alaouites non plus, mais les sunnites, je crois qu'elles sont fortement incitées. Et comment on distingue une sunnite d'une chrétienne dans la rue alors? On leur demande. D'accord. Non, mais vraiment, j'ai des collègues qui, au barrage, on leur a demandé pourquoi vous n'êtes pas couverte. D'accord. Je suis chrétienne. Bon, c'est bon, vous passez. Je suis alaouite. Vous passez. Mais on leur demande. Ce qui est assez surprenant. Oui, bah oui. Quoi, pas forcément quand on voit l'obédience de ceux qui contrôlent. Mais... D'accord. Et alors ça, pour le coup, ça n'est pas du tout remis en question par les partenaires occidentaux qui voient toujours en Al-Joulani un partenaire tout à fait humaniste et modéré. En fait, il faut être déjà réaliste et il serait fou de remettre en cause, puisque pendant 10 ans, on a soutenu Jabhat al-Nusra pour prendre le pouvoir et leur programme était bien plus radical que ce que tente de mettre en œuvre M. Al-Shara maintenant, qui objectivement a mis beaucoup d'eau dans son vin, mais le problème, c'est pas tant lui, c'est plus les 60 000 combattants à qui on a promis un califat islamique et à qui on est en train de dire, en fait, ça sera pas tout à fait ça. Le plan a un petit peu changé et on a bien vu ce qui s'est passé cet hiver, je crois que c'était en décembre à Palmyre, où un membre des forces de sécurité syriennes a abattu 2 soldats américains et leur interprète, et en fait, il était de Daesh. Et donc, il a été immédiatement condamné, et je pense exécuté par le gouvernement, en tout cas mis en prison. Mais c'est vrai que c'est difficile de distinguer un membre de Daesh d'un membre d'Al-Nusra. Voilà, parce qu'ils ont un peu la même barbe. Et donc, non, mais avant c'était facile. Il y avait un look très différent. Pardon pour le cochon, mais il y avait une apparence très différente, ce qui n'est plus du tout le cas. Ce qui n'était plus du tout le cas aujourd'hui. Puis les gens, on leur a vendu quelque chose. Maintenant, il va falloir leur faire avaler que c'est pas tout à fait ça, parce que c'est bien gentil de restreindre à quelques quartiers, mais c'est pas tout à fait ça qui était prévu. C'est trop symbolique.
C'était beaucoup plus dur. Hein. Et alors d'ailleurs, il paraît que l'État islamique, l'organisation, remonte et regagne du terrain en Syrie. Est-ce que c'est lié à cette apparence de modestie, modération du nouveau gouvernement ? Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, le gouvernement a réussi à reprendre le contrôle de toute la Syrie, sauf au sud-ouest où il y a toujours des zones occupées par Israël et même annexées pour certaines dans la province de Quneitra, donc avec le plateau du Golan qui a été annexé sans que ce soit reconnu par la plupart des pays. Je pense que que les États-Unis l'ont reconnu, mais ça doit bien être les seuls. Mais depuis, à notre grand étonnement, Israël a avancé encore un peu plus sur le territoire syrien. Mais à part ça, maintenant, le gouvernement syrien contrôle tout le territoire, ce qui est une première depuis 2011. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas très craignaient, en tout cas qui étaient critiques de l'arrivée au pouvoir du nouveau régime, craignaient que la Syrie n'explose. Pour l'instant, honnêtement, on ne peut pas dire qu'elle a explosé, c'est plutôt l'inverse qui se passe avec une réunification. Le problème, c'est que sur les zones qu'elle contrôle, donc sur toutes les zones, le contrôle a diminué. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de tout le territoire, mais un contrôle qui est moins serré qu'auparavant. Et ce qui fait qu'il semblerait que oui, des cellules de l'organisation État islamique qui se recréent et qui sont actives. Et ce qui fait que notamment le désert syrien n'est toujours pas sûr. C'était déjà pas très sûr avant, mais ça l'est encore moins. Et donc on peut imaginer que Daesh puisse se réveiller. En tout cas, ils ont déclaré qu'il fallait abattre et faire tomber ce régime impie, bien sûr, qui étaient des traîtres, etc. Et alors comment ça se passe donc pour les chrétiens ? Parce que par exemple, un village comme Maaloula, qui est assez symbolique du christianisme oriental, où on parle l'araméen, donc comment vivent les chrétiens là-bas après avoir été persécutés au tout début, par les islamistes, ensuite sécurisés par le gouvernement. En fait, il y a eu quelque chose, c'est que quand il y avait l'ancien régime, les chrétiens de Maaloula n'ont jamais accepté que les habitants musulmans reviennent dans le village. Et je me souviens, c'était un énorme débat avec leur curé de l'époque, le père Toufik Eid, qui leur disait non, mais vous avez tort. Bien sûr, déjà, en tant que chrétien, vous devriez, au bout d'un moment, tourner la page, mais surtout d'un point de vue politique, vous devriez autoriser à ce qu'ils reviennent quand nous sommes forts, plutôt que d'être forcés à le faire plus tard, parce que ça se fera dans de moins bonnes conditions. Il s'avérait qu'il avait tout à fait raison, parce que c'est quand même un des seuls villages où ça s'est passé. En tout cas, ça s'est pas passé partout comme ça, mais dans ce village, ça s'est passé comme ça. Ils ont refusé que quiconque revienne avec des positions extrêmement dures pendant toute la guerre. Et puis, une fois que le régime a changé, forcément, les habitants musulmans sont revenus. Et en fait, ils ont récupéré de manière un peu vive ce que les chrétiens s'étaient servi, parce qu'il y avait aussi des histoires de terre et de fermes, etc. Et donc, ça ne s'est pas très bien passé. Mais maintenant, la vie a repris son cours. Par contre, ce qui est tout à fait notable, c'est que, à la différence de l'an dernier, à la différence de Noël, où toutes les cérémonies publiques s'étaient tenues normalement, donc comme avant, avec des grandes processions, des choses sur l'espace public, dans la rue, etc., cette année, toutes les églises, d'un commun accord, ont annulé toutes les processions et les manifestations publiques dans les rues des villes et villages syriens. Donc ça, c'est un gros changement par mesure de sécurité, parce que suite à ce qui s'est passé à Scalbier, ils sont inquiets. Alors que jusqu'à Noël dernier, il y avait encore eu les processions, etc. Et je crois que c'était à ce micro, il n'y a pas si longtemps, je disais... voilà tous les problèmes qu'il y avait en Syrie, mais aussi des choses qui n'avaient pas eu lieu, comme la liberté de culte, qui pour l'instant n'avait pas eu d'atteinte. Alors là, ça commence. Voilà, c'est pas une atteinte légale. C'est pas gouvernemental, mais c'est populaire. C'est la peur qui fait qu'on va plus faire les processions avec la fanfare dans les rues, les tambours, etc., qui était toujours très impressionnant. D'accord, donc on peut imaginer que le grand sapin de Noël ou les crèches dans la rue pour Noël, ce sera un peu... Ça, on verra à Noël. En tout cas, ce Noël-ci, ça a eu lieu tout à fait normalement. Il y en a eu quelques-uns qui ont été détruits, mais pour le coup, le gouvernement a repayé à chaque fois les sapins de Noël. On n'est pas en France, il n'y a pas la Ligue de la libre pensée, mais il y a d'autres choses. Et alors, quelle est l'action de... Comment vous, parce que vous êtes actif en Syrie depuis quoi, 12 ans, 13 ans ça fait 13 ans. 13 ans, oui. Quel est le changement par rapport au nouveau gouvernement ? Pour vous, pour votre action ? Pour nous, aucun changement, si ce n'est que parfois les choses sont plus rapides qu'avant. Et oui, la bureaucratie avance un peu plus et on a des autorisations plus facilement que nous avions... auparavant. Et donc, on a des projets qui étaient bloqués depuis 2-3 ans qui ont pu aboutir sous ce gouvernement. Alors, comment vous l'expliquez ?
c'est que plus rien ne fonctionnait avant la fin. Les dernières années, les 3 dernières années, c'était la glaciation complète. Il n'y avait plus rien qui ne se passait. C'était l'immobilisme total. Donc, ceci explique peut-être cela. Non, il ne se passait plus rien, en fait. Et même une autorisation pour un projet, c'était devenu impossible à avoir. Et ce n'était pas comme ça quelques années auparavant. Donc, non, là, de ce point de vue-là, la circulation de l'information avec les autorités est plutôt bonne. Par contre, il y a des choses très étonnantes. Figurez-vous que les élections qui ont eu lieu en septembre, les élections législatives, avec un mode de scrutin très étonnant, puisque le corps électoral était composé de 7000 personnes sur un pays de 24 millions d'habitants. Vous avouerez que même sous la monarchie de Juillet, en France, on n'arrivait pas à ce nombre-là. Et les 7000, ce n'était pas un critère objectif comme le sens, le niveau d'impôt, etc. C'était choisi par une commission électorale de 3 membres qui étaient eux-mêmes nommés par le président. Donc, et puis, ça permettait d'élire seulement que les 2 tiers du Parlement, puisque le dernier tiers était nommé directement par le président, au cas où il y ait un petit doute. Mais comment, malgré cela, donc le Parlement, j'imagine, n'est pas forcément le plus rebelle qu'il soit, mais comme j'imagine qu'il y a encore un doute, le plus simple, c'est de ne pas le réunir, puisqu'il ne s'est pas réuni une seule fois depuis l'élection. Donc c'est une démocratie extrêmement bien comprise. Monsieur El Chara a bien compris comment il fallait fonctionner pour que les choses avancent. C'est phénoménal. C'est la démocratie. Ça vous inspire ce modèle démocratique? On y va tranquillement. On y va, oui. Bon, moi, pour l'instant, on n'en est heureusement pas encore là. Mais aujourd'hui, on met en garde à vue des parlementaires qui sont censés avoir une immunité pour un tweet. Alors... Oui, c'est vrai. Tout est possible. Mais comme on trouve de la drogue dans leur sac, bon, ça va. Oui, mais c'est... on va en parler c'est un vrai sujet. On va en parler. C'est un vrai sujet. Là, il y a l'Arménie également. Alors, vous travaillez dans une dizaine de pays, mais les plus en pointe, si je puis dire, ou ceux qui sont le plus exposés à des troubles ou à des malheurs pour Pâques, ça peut être l'Arménie où la population est... Alors, elle n'est pas persécutée puisqu'ils sont en Arménie, mais il y a une pauvreté, une misère. Oui, il y a une pauvreté, une misère, et puis surtout, il y a une campagne électorale, là aussi, avec une démocratie extrêmement bien comprise. Évidemment, ça n'émeut personne, puisque le Premier ministre a le bon goût d'être dans le bon camp, c'est-à-dire le camp occidental américain. Oui. Alors, ça va. Ça va. C'est une mais démocratie. La campagne est quand même assez hallucinante. Le chef du principal parti d'opposition alterne entre la prison et la résidence surveillée. Et puis il n'a pas eu le droit de se présenter, mais bon, son parti se présente quand même. Et le Premier ministre a absolument tous les médias à ses pieds. Et puis il se permet quand même d'aller... Alors il essaye de faire populaire, donc il prend le métro, etc. Mais il insulte les gens. Il y a une vidéo incroyable où il est dans le métro avec en face d'une dame qui est réfugiée d'Artsakh, donc la région qui a été envahie par l'Azerbaïdjan. Et il se met à l'insulter en la traitant de lâche parce qu'elle est partie, au lieu de se battre avec son petit enfant, etc., au lieu de se battre pour rester dans son pays. Ah oui, non, mais c'est absolument hallucinant. Et donc, il fait ça en permanence, etc., en train de traiter tout le monde de lâche, de traître, etc., et d'empêcher les gens de participer normalement à l'élection. Puis là, il y avait un rendez-vous en Russie avec le président russe, et il a expliqué à la Russie que l'alliance de sécurité collective ne servait pas à grand-chose, puisque la Russie n'était pas venue à l'aide de l'Artsakh quand ça avait été attaqué par l'Azerbaïdjan, mais ce qui est quand même assez cocasse, parce que l'Arménie elle-même n'a pas bougé, n'a pas demandé, puisqu'elle a dit nous on se préoccupe pas, on garantit pas la sécurité de l'Artsakh. Donc c'est puis après il a dit que de toute façon c'était bon débarras et que c'était tant mieux que l'Artsakh il s'en soit débarrassé, etc. Donc on va voir. Et puis alors en plus il y a le problème avec l'Église, puisque le gouvernement tente de mettre la main sur l'Église, donc avait envoyé l'armée au Saint-Siège sous prétexte d'une tentative de coup d'État, mais on n'a pas trouvé une arme dans le Saint-Siège, mais bon, c'est un coup d'État sans armes, c'est une nouvelle manière aussi. Et puis, il y a quand même 4 évêques et archevêques en prison, le patriarche qui n'a pas le droit de se déplacer, de quitter le pays, comme si c'était un vulgaire malfrat, qui n'a pas pu se rendre à l'assemblée de l'Église qu'il avait convoquée lui-même à Vienne, qui n'a pas pu se rendre aux obsèques du patriarche géorgien Élie II, qui est mort il y a quelques semaines. C'est assez hallucinant, et c'est très inquiétant, parce que l'Arménie n'a pas eu d'État, le peuple arménien n'a pas eu d'État pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, 8 siècles je crois. Et en fait, ce qui était le garant de la sauvegarde de la langue, de la culture, de l'identité, de la foi arménienne,
c'était l'Église. Et là, quand l'État s'attaque à l'Église, on se dit, si jamais par malheur l'État venait à s'effondrer, il ne resterait plus rien. Plus rien, oui. Alors parlons peut-être, parce que malheureusement le temps nous presse un peu, mais de ce qui se passe donc maintenant au Liban et en Terre Sainte peut-être, parce qu'il y a aussi des chrétiens sur le territoire israélien. Et là, pour le coup... Et palestiniens, parce que pour l'instant, à Dieu ne plaise, Israël n'occupe pas encore toute la région. Mais alors là, c'est quand même beaucoup plus tendu, évidemment. Donc... Ah bah oui, évidemment, avec la guerre. Comment s'est passé d'ailleurs le fait qu'on empêche le patriarche d'aller célébrer la messe ? Est-ce que ça a été réparé ou est-ce que c'est maintenu Non, alors il faut être précis, sinon je vais me faire gronder en disant que je ne remets pas les choses dans le contexte. Mais en fait, il y a un texte israélien qui interdit tout rassemblement dans la ville de plus de 50 personnes, pour tout le monde, donc y compris les juifs, les musulmans, etc., pour des raisons de sécurité, que si un obus venait à tomber, les ambulances ne peuvent pas accéder à la vieille ville. Donc ça, c'est pas spécialement contre les chrétiens. Mais il se trouve que le dimanche des Rameaux, le patriarche latin, donc Jean-Baptiste Pizzaballa, accompagné d'un autre prêtre, se rend au Saint-Sépulcre pour célébrer une messe privée. Donc ils étaient deux. Donc deux, je suis pas très bon en maths, mais c'est moins que 50. Et là, la police leur a interdit d'approcher. C'est ça qui a fait scandale. C'est pour ça que le patriarche a fait un communiqué extrêmement ferme. Et il se trouve que ça a mordu dans l'opinion publique internationale. Le président Macron est intervenu. Il se trouve qu'en plus, il avait la légitimité pour intervenir, puisque selon les accords de Constantinople de 1913, la France a un rôle de protection du Saint-Sépulcre. Donc, il avait toute légitimité pour intervenir. C'était un peu cocasse, si on se souvient des décrets gouvernementaux pendant le coronavirus qui interdisaient l'accès aux églises. Mais bon, il faut pas avoir trop de mémoire. Et donc, il a dit que c'était absolument scandaleux qu'on puisse empêcher l'accès aux lieux de culte, etc. Donc voilà. Donc effectivement, c'était un abus qui n'était même pas légal. Mais il ne faut pas oublier que le ministre de la police en Israël, c'est Monsieur Ben-Gvir, qui est le chef du parti Forces juives. C'est un des deux partis sionistes religieux, kahanistes, qui veulent que Israël soit un pays avec uniquement des juifs et avec des frontières très larges. Donc on peut imaginer qu'il a tenté de se saisir de l'occasion pour montrer aux chrétiens qu'ils n'avaient pas leur place à Jérusalem. C'est une hypothèse, ce n'est pas un fait. Mais voilà, mais suite à ça, même le Premier ministre israélien a dédié à son ministre, a présenté ses excuses et a autorisé le patriarche à retourner au Saint-Sépulcre dans le respect des conditions énoncées précédemment. Donc la Semaine Sainte se déroule en petits effectifs, mais se déroule comme prévu. Comme prévu. Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors, ce qui ne se déroule pas comme prévu, c'est l'opération lancée par Donald Trump. Tout fonctionne selon le plan. Oui. Vous avez vu que le chef d'état-major de l'armée de terre vient d'être limogé. Limogé, tout comme... Alors, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de débarquer. Ils se font débarquer. Ils se font débarquer parce qu'ils ne veulent pas débarquer. C'est ça. J'imagine. Alors, on pourra parler aussi, il a aussi limogé, alors c'est une affaire intérieure, mais sa ministre de la Justice, Pam Bondi, et d'autres personnes devraient être appelées à dégager sous peu. Oui, il paraît que la directrice du renseignement, Madame Gabar, est sur la sellette aussi. Alors, je ne sais pas comment vous jugez cette affaire, d'ailleurs, parce que Donald Trump a été extrêmement agressif envers les Européens jugés déloyaux, car il refuse de participer à un conflit dont il n'avait pas été prévenu, ni même consulté, ni rien. Et donc, le fait qu'on ne rejoigne pas le train en marche met Donald Trump en colère. Il a expliqué donc à quel point les États-Unis se dévouaient pour le monde, alors qu'on aurait pu croire naïvement que c'était seulement pour Israël, mais bon. Et sans la moindre reconnaissance, évidemment, des vassaux. Que c'est surtout pour Israël, il le dit, là, notamment dans le discours qui a été mis en ligne par erreur, il fait des déclarations, il dit que c'est bien pour servir Israël et que normalement tout bon chrétien devrait... je ne l'ai pas vu, ça. C'est un discours d'une heure, il était mis en ligne puis retiré, c'était avec les pasteurs, il y avait même un évêque catholique qui était là. La pasteur qui a dit qu'il s'était relevé, qu'il avait été attaqué comme Jésus, qu'il s'était persécuté. Il s'est relevé comme Jésus. Et ressuscité. Et il y en a un autre pasteur qui a fait une déclaration, non mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème grave. Et qu'il y a, je sais pas, on nous dit la même civilisation, etc. Je trouve qu'il y a quand même des différences assez notables entre nous et les États-Unis, même si il y a aussi des points communs. Mais quand on voit l'autre pasteur qui dit que les Juifs ont été tués, massacrés par les Perses, et il ajoute les Perses, les Iraniens.
Donc, dans l'Ancien Testament, et que donc maintenant il faut faire la même chose aux Iraniens en mémoire de ce qu'ils ont fait aux Juifs il y a je sais pas combien de siècles, on nage quand même en plein délire. Hein. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui échappe énormément à nos mentalités d'Européens. C'est le côté messianique aussi bien des Israéliens que des Américains. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte leur dimension, mais profondément, mais quasiment mystique en fait, eh bien on ne les comprend pas. Jean-Yves Le Gallou, comment vous... Mystico-dingo même, je dirais. Mystico-dingo, c'est une nouvelle... Jean-Yves Le Gallou, comment est-ce que vous jugez ces attaques de Donald Trump, et notamment contre la France ? Moi j'ai entendu des Français d'ailleurs, et je dois avouer que même sur les ondes de Radio Courtoisie, et ça m'a quand même un peu froissé. Ce qui prouve la liberté de parole. Exactement, c'est sûr et certain. Mais d'entendre des gens critiquer la France d'être incapable de frapper, enfin de soutenir ses alliés américains alors qu'ils nous ont aidés ici et là, etc., et qu'on n'a jamais rien fait, c'est quand même oublier que la France a envoyé des gens se faire tuer en Afghanistan, en Irak pour la Première Guerre, au Kosovo alors que la Serbie était une alliée de la France, en Libye. En Libye, c'est plutôt la France qui était à l'initiative. Oui, c'est pas faux, ouais. Mais néanmoins, voilà, c'est quand même phénoménal. Et là, nous reprocher à nous de ne pas nous associer à une guerre, encore une fois, pour laquelle nous n'avons rien su. Je trouve ça phénoménal. Et voilà, donc personnellement, ça m'a obligé à être d'accord avec Macron qui a renvoyé Donald Trump dans ses buts, et ça me froisse beaucoup. Jean-Yves Le Gallou. Alors, je pense que Donald Trump, il s'est fait lire sur le non-interventionnisme. Comme George Bush avant lui. Comme George Bush avant lui. Mais alors, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas ce que ce serait. L'explication que je comprends, c'est qu'il est non-interventionniste d'un point de vue général, avec deux exceptions. L'hémisphère américain, qui est traditionnellement, depuis la doctrine Monroe, du Groenland à la Terre de Feu. Voilà. C'est la doctrine Donroe maintenant. Oui, Donroe, absolument. Pour Donald. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est la défense de l'Amérique auquel on associe Israël. Voilà, Israël étant en quelque sorte sous la même protection des États-Unis, que l'Amérique. Donc, ce qui donne effectivement une impression un peu bizarre, parce qu'on parle d'une logique non-interventionnisme, et on voit des logiques interventionnistes, effectivement, comme George Bush avant, oui. Alors, Jean-Yves Le Gallou, est-ce que, comme moi, vous donnez raison à Emmanuel Macron ? J'ai pas envie d'être seul. Là, vous en demandez beaucoup. Bon, ceci étant, ce qui est sûr, c'est qu'on est sorti de la logique diplomatique classique. Ah oui, là, c'est pas qu'on puisse dire. Oui. Et alors, c'est assez amusant parce que il y a eu, c'est un petit coq à l'âne que je vais faire, il y a eu une interrogation de M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, par Mme Salamé sur France 2. Oui. Et M. Lavrov a tenu une tenue et un langage diplomatique classique, ce qui a surpris, on a reproché à Mme Salamé, qui n'est pourtant pas spécialement pro-russe à ma connaissance, de l'avoir laissé dérouler son discours. Ça, elle pouvait parler comme elle voulait, il enlevait l'oreillette. Qui s'inscrivait dans une logique diplomatique classique, avec évidemment de la langue de bois. Oui, bismarckienne. Arthur de Vatrigan, qui est arrivé. Bonjour à toutes et à tous et celles et ceux. Est-ce que vous donnez raison à Emmanuel Macron ? Bah toujours. Bon. Non, mais là, là-dessus, évidemment, quand on se fait insulter par une puissance étrangère, même si la puissance étrangère peut avoir raison... C'est son président, peut-être plus que la puissance. Mais... le représentant d'une puissance étrangère, même si parfois elle peut avoir raison, bah évidemment, je défends le président parce que mon linge sale, je le lave en famille et que je ferai tout pour le dégager. Non, de toute façon, il dégagera. Là, c'est fait. Pas. mais je ne supporte pas que, surtout, Donald Trump, quoi. Bon, c'est compliqué de donner des leçons depuis la France parce qu'on n'a plus rien. Oui. On n'a plus d'oseille, on pèse sur rien, les expériences de Macron au Liban et ailleurs sont révélées catastrophiques, donc on n'est pas en position de donner des leçons. Mais on n'est pas non plus obligé d'accueillir les leçons d'un espèce de beauf américain qui parle avec le même langage pour commander un saucisson ou pour traiter d'une guerre, de la même manière, et c'est pas parce que je regrette que Macron ait été élu 2 fois président que je vais applaudir dès qu'un président étranger insulte mon président, parce que c'est quand même malgré tout mon président, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Ça, je l'apprends. C'est pas le mien. Mais dans ce cas-là, on assume de pas être démocrate. C'est le président de la France. Mais de là à dire que c'est le mien, oui, vous êtes français. Il y a des limites quand même. De mon pays, si vous voulez. Oui, de votre pays. Non, mais pas le mien. Enfin, d'une autre. Je vais pas m'approprier une présidence. Exactement, je cherche le cochon là. Et disons que mes penchants républicains et démocrates pourraient me dire que c'est jamais été mon président. Mais bon, bref. Non, je supporte pas ça, ça m'exaspère. D'autant que
encore une fois, ce qu'on voit aujourd'hui de cette guerre déclenchée par Israël et par les États-Unis, c'est que c'est pas dans notre intérêt aujourd'hui. Alors, encore une fois, si elle arrive à terme rapidement, que le régime est renversé, que le rêve américain de foutre des démocraties partout arrive enfin cette fois-ci, très bien. Mais j'y crois pas une seconde. Non. Donc, je vois que ça va souhaitable. juste, encore une fois, foutre le Moyen-Orient à feu et à sang, et que nous, on va payer les conséquences économiques, On les paye déjà. ça géographiques, géopolitiques, pardon, peut-être immigrationnistes aussi. Voilà, le problème, il est là. Alors, il y C'est a que c'est peut-être- pas dans nos intérêts. il y a Et là, peut-être- depuis le début, Macron est sur une ligne. Alors, pour une fois, le en même temps peut fonctionner un peu, quoi. C'est-à-dire, on est à la guerre, mais pas vraiment. On soutient les Américains, mais on ne soutient pas vraiment. L'espèce d'entre-deux, mais bon, a priori, c'est peut-être aussi ça le rôle de la diplomatie. Moi, je ne comprends pas le principe d'envoyer un porte-avions, mais qui ne sert pas à grand-chose. D'autant Mais pas plus vraiment que... l'envoyer, mais puisqu'il pas reste vraiment en l'envoyer. Méditerranée Voilà. prudemment. Mais, quand même. mais ça veut dire qu'il ne veut pas non plus complètement rompre avec l'alliance, nos vieilles alliances, et pas non plus donner raison à l'Iran et ses proxys. Mais je vois quand même qu'on a eu comme conséquence une bande américaine sur le sol français qui a failli se faire péter. Donc même en étant, il y a la banque américaine, je sais pas quoi, une banque, oui. Alors heureusement, c'était un terroriste un peu nul, une bombe qui a foiré, mais quand même. Donc même en restant en recul, on a quand même une tentative d'attentat chez nous. Donc même quand on veut pas, on a les conséquences. Alors, Donc je suis assez ennuyé. Pour conclure, peut-être une conséquence positive. Là, on a vu que les États-Unis se retirent en Asie, au Japon, en Corée du Sud. Trump réclame les missiles qu'il a vendus à la Pologne. Et la Pologne qui dit non aux États-Unis, c'est quand même là. C'était C'est une énorme. première. Je pense que depuis 1990, ce n'est jamais arrivé. Trump réussit sur toute la ligne. Le plan fonctionne c'est formidable. comme prévu. Ouais. Et donc là, on a peut-être une occasion pour nous, Européens, Français, de rétablir, de reconstituer un maillage diplomatique avec l'Asie, avec l'Europe, qui pourrait nous servir. Alors, si vous pouvez juste me donner une réponse rapide, parce qu'il faut qu'on passe à notre sujet, à l'oncle, parce qu'il va nous rester 20 minutes pour en parler, et ce serait dommage. Est-ce que ça vous semble convaincant ? Ça, le fait que l'Europe et la France ont une carte à jouer ? Oui, non. Je oui, vois encore pas, faut-il des moyens. Mais on n'a pas d'Europe, on n'est pas d'accord. Bon, donc je ça pas, reste en suspens. On en reparlera la semaine prochaine. Là, il faut qu'on Là, avance. il y a quand même plusieurs pays qui commencent Oui, visiblement à en avoir assez, y compris, oui. par exemple, l'Italie, qui au début était plutôt très alignée sur les États-Unis. Je pense que le résultat du référendum, et notamment chez les classes jeunes de la population, a servi de signal d'alerte à la présidente du gouvernement italien, puisque tout de suite, elle a interdit l'usage des bases américaines, voire le survol, je ne sais plus exactement. Mais il semble bien que ça soit une réaction au référendum perdu, où les jeunes gens ont complètement basculé à voter non, et l'affaire de la guerre au Proche-Orient n'y est pas pour rien. Et donc je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir que je plaisantais sur le plan qui fonctionne comme prévu, mais en fait on voit que ça soit les États-Unis, qui est bien évidemment une puissance bien plus importante que la Russie, et la Russie, qui est peut-être la deuxième en armée pour l'instant, deuxième, troisième, eh bien c'est pour eux difficile d'imposer leur vue à des États plus petits, plus faibles, etc. Puisque, je faisais exprès l'analogie, puisque c'est vrai que visiblement le plan russe en Ukraine n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu au début. La dénazification en 3 semaines, oui. Et voilà, et pour M. Trump, ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu non plus en Iran. On le voit d'ailleurs avec le limogeage du chef des états-majors militaires. Généralement, quand on fait ça, c'est pas que tout va bien. Oui. Vous avez entendu le discours du pape à Monaco d'ailleurs ? Première sortie, voyage papal en dehors de ce qui était planifié pour François. Il va à Monaco, il a eu un discours très très offensif sur les guerres. Je rappelle qu'il est aussi américain vis-à-vis de Trump, mais ce qu'il avait dit, c'est qu'aujourd'hui, encore combien de calculs sont faits dans le monde pour tuer des innocents ? Combien de fausses raisons sont revendiquées pour les éliminer ? Et puis ça, c'est qu'une petite partie. C'est pas inintéressant. Alors, on va passer, parce qu'il y en a un pour qui le plan pourrait se dérouler comme prévu, c'est Charles à l'oncle. Donc, dans l'Incorrect, vous publiez, dans le numéro qui sort cette semaine... Oui. Où il y a d'ailleurs un excellent entretien. Reportage d'Adèle Rosner au Liban. Eh bien, qu'on salue. Exactement. Un entretien donc avec le député UDR Charles Aloncle, qui est le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, qui s'achève donc le 9 avril, après les dernières auditions. Ensuite... racontez-nous, ensuite il doit rédiger son rapport. C'est ça que c'est. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il peut rien se passer, pour plein de raisons. Le rapport, il va rédiger son rapport. Ensuite, il va soumettre ce rapport
aux gens de la commission, donc les députés de la commission. Ils auront 3 jours pour le consulter dans une pièce fermée. Ils pourront pas prendre de photos, ils peuvent pas l'emporter, ils peuvent pas prendre... Voilà, ils le consultent, et ensuite, parce qu'il faut pas que ça sorte comme ça, et ensuite ils doivent voter. Si le rapport est voté comme non publiable, tout ce qui a été fait depuis des mois doit disparaître. C'est-à-dire les comptes rendus, les vidéos, les déclarations, ça disparaît. Alors tout le monde dit oui, mais on peut sauvegarder, on peut... Très bien, mais ça peut pas être utilisé. Ça pourra jamais être utilisé. Et ça relève du pénal. Si vous voulez. Si par exemple vous avez un éditeur ou un magazine, une presse qui décide de publier le rapport, des extraits du rapport qu'il aura récupéré malencontreusement, ça peut aller au pénal. Voilà, donc faut faire... quand vous voyez que depuis le début, c'est ce que nous raconte Aloncle dans cet entretien, depuis le début, tout est fait pour que cette commission n'ait pas lieu. Mais tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont passées qui ne s'est jamais passé pour toutes les commissions depuis que l'histoire des commissions existe. Même pour quand il y a eu la commission sur les syndicats. Ah oui, honnêtement, mais depuis le début, quoi, vraiment. Ils ont inventé des règles en cours de route, c'est... Non mais c'est fascinant. C'est tellement commun. Je vais vous raconter des petits exemples, parce que honnêtement, on peut se dire, on a déjà tout entendu sur Charles Aloncle. Au départ, je voulais faire un entretien de 4 pages, et un grand truc avec Marcel Gauchet. Bon, j'ai gardé les 2, sauf que le 4 pages s'est transformé en 14 pages. Parce que ce qu'il nous dit, je ne l'avais pas entendu ailleurs, et surtout, on a tout au même endroit. Et on comprend toute la logique. Et je vais vous dire, le sujet, pour le grand public, le scandale, c'est le pluralisme. À la fin de cet entretien, je me dis, le pluralisme, pour parler en auvergnat, c'est bullshit. C'est presque un non-sujet comparé à la mafia, parce que c'est un système mafieux qui existe au sein de cette entité qui s'appelle l'audiovisuel public. C'est fascinant, entre les menaces, les magouilles, les échanges de postes. On parle de 4 milliards par an, dont 3 milliards pour France Télévisions. Donc honnêtement, c'est fascinant. Et donc je me dis, naïvement, comme tout a été fait pour que ce soit empêché, que cette commission n'ait pas lieu, et que pendant la commission, des choses ne se passent pas, il n'y a aucune raison que les députés, ne votent pas contre. Le but, c'est que ça ne soit pas publié. C'est ça l'objectif. Est-ce que ce ne serait pas un scandale gigantesque? Mais il y a les syndicats. Il faut faire monter l'information. Les gens ne le savent pas. C'est important. Il y a le précédent. Il y a le précédent sur les syndicats. Il y a eu une commission d'enquête sur les syndicats il y a 7-8 ans, je pense. Elle a été jetée à la poubelle. Elle a été jetée à la poubelle. Ouais, mais là, vous pensez... Parce que l'audiovisuel public, ça a quand même ça a rythmé toute l'année 2025. Et ça continue parce que c'est pas fini, cette affaire. Mais sauf que, si vous voulez réformer l'audiovisuel public, ça se passe par le politique, étant donné que l'audiovisuel public dépend du politique. Donc, seuls des politiques peuvent réformer. Et le principe de ce rapport, c'est de dire, voilà, j'ai des recommandations, voici ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, et c'est le meilleur moyen pour que ensuite soient votées des choses pour que l'audiovisuel public soit réformé. Si le rapport est enterré, pas un député, pas un groupe va le remettre à l'ordre du jour. Personne. Jean-Yves Le Gallou, vous pensez vraiment qu'on pourrait étouffer ce rapport, vous? Oui, puisqu'on a étouffé le rapport sur les syndicats. Oui, mais qui a eu moins d'impact quand même, non? Oui, mais le rapport sur les syndicats était à mon avis aussi grave. Il y a quelque chose de scandaleux. Les syndicats, c'est du détournement d'argent public au service à la fois d'une idéologie et d'intérêts particuliers, et c'est aussi très mafieux, les syndicats. C'est ça la réalité. Moi, j'ai un camarade qui a fait toute une carrière dans le syndicat, à FO. Il m'a dit, à l'époque où j'étais encore en politique, il m'a dit « Mais vous, les politiques, vous êtes des plaisantins. Ce qui se passe dans les syndicats, c'est 1000 fois pire. » Et c'est pour ça que le rapport sur les syndicats a été enterré. Et je pense qu'effectivement, il y a un risque que le rapport sur l'audiovisuel public disparaisse de la même manière. D'accord. Alors, que vous raconte de si scandaleux ou exceptionnel, Charles Aloncle? Beaucoup de mensonges. Il a Charles rappelé... Aloncle ne vous raconte pas beaucoup de mensonges, j'espère. Beaucoup de mensonges qui circulent et qui ont été affirmés pendant une commission, je rappelle. Ouais. Donc, tout le monde connaît l'affaire Arnaud, 2 fois nommée, une prime pour des résultats magnifiques, des communiqués tous les ans pour dire que l'audiovisuel public performe. Bon, on a découvert, grâce à Charles Aloncle, qu'il y avait moins 80 millions d'euros de pertes entre 2017 et 2025. Alors nous, on est un peu malin, on s'est dit, on va fouiller un peu. Et en fait, le résultat, c'est pas moins 80 millions, c'est moins 256 millions. Parce qu'il faut savoir, France Télévisions, c'est un groupe. Vous avez la société mère qui est une société anonyme. Et elle détient des filiales.
Vous avez des filiales qui produisent des films de cinéma, qui distribuent des programmes, une autre qui fait une régie publicitaire, une autre qui loue des biens. Et certaines gagnent très bien leur vie. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période où on arrive à un déficit de moins 81 millions d'euros, ces filiales ont versé 174 millions d'euros à la maison. Donc vous faites l'addition, c'est pas moins 81 millions, c'est moins 256 millions. C'est un exemple, c'est un mensonge. Moi, le truc qui m'a le plus surpris, c'est 9000 salariés. Pourtant, vous avez des centaines de millions d'euros de la France Télévisions qui servent à acheter des programmes en extérieur. Et on a 9000 salariés. À quoi ils servent si c'est pour dépenser presque 1 milliard en programmes extérieurs? Et ce qui est intéressant, c'est dans ces programmes extérieurs, comment ça marche. Vous avez notamment sur la fiction, normalement, c'est un marché public. Bon, là, c'est pas un marché public classique parce qu'on est sur de la création, donc c'est un peu différent. Mais Charles Lalonde demande au numéro 2 de France Télévisions, mais est-ce que je pourrais avoir les comptes rendus de réunion, les rapports ou les contrats signés? Le secrétaire général de France TV lui répond par écrit que ces documents n'existent pas. C'est quand même assez étonnant. Une semaine plus tard, il auditionne les directeurs des unités de production de France Télévisions. Il leur pose la question sans l'avoir dit qu'il avait échangé par écrit avec le numéro 2 de France TV. Et eux lui répondent, bah oui, ça existe. Ah, très bien, envoyez-les-moi. Donc, déjà, mensonge du premier, ça existe. Il reçoit un doc, je vous jure, c'est 3 colonnes. Une parenthèse, Arthur de Vatrigan. Oui. Est-ce que quelqu'un qui ment en commission... Non, c'était pas en commission, là, c'était par écrit. C'était pas en échange. C'était pas en commission. Et ça en commission, n'est pas considéré comme en commission? Il faut savoir que France Télévisions leur a payé une boîte de média training pour le principe et faire des réponses monologues qui durent 15 minutes avec plein de mots techniques en expliquant entre chaque phrase proustienne de 15 pages que c'est très compliqué et qu'ils ne pourront pas comprendre. Donc le principe, c'est de pas de répondre. Donc, mais une fois que l'audition est passée, il dit bon, il y a ça, il y a ça, donnez-moi le truc. Et c'est là où le type répond non, il n'y en a pas. Et ça n'est pas considéré comme en commission? Non, c'est pas considéré comme en commission. Finalement, donc les directeurs d'unité de production ne savaient pas. Ils disent bon, oui, ça existe. Heureusement. Ouais. Heureusement, quand vous vendez pour 1 milliard, vous avez deux traces écrites. Mais les traces écrites, c'est rien. C'est 3 colonnes. Oui, j'ai vendu tel truc, c'est hop, 100 000, 300 000, etc. Et là, quand on rentre dedans, c'est assez amusant. Un exemple. Il a auditionné Anne Holmes, qui est une directrice de la fiction chez France TV. Il lui a demandé, il s'était renseigné un peu, et il lui demande, est-ce que c'est vrai que vous faites offrir des vacances par des producteurs à qui France Télévisions attribue des contrats? C'est elle qui décide. Et c'est du conflit d'intérêts. Donc elle dit que non, puis finalement alors, elle a dit que oui, donc là on lui dit bah il y a un petit problème, elle dit non rassurez-vous, quand c'est le cas, je prends pas les décisions, ce sont les N-1. Ah bah ça. C'est-à-dire qui peut penser que les N-1 ont toute la liberté. Bon, voilà. Oui. Autre exemple, Nathalie Darigrand, ancienne directrice de France 5. Elle a signé plusieurs millions de contrats en tant que directrice de France 5 avec la société Together Media, qui est la boîte de production qui notamment produit l'émission C'est politique. En 2020, elle quitte France TV avec un accord et un petit chèque de 400 000 €. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejoint Together Media pour prendre la direction des émissions qu'elle avait elle-même attribuées. Voilà. Ça, c'est un exemple. Alors, vous avez l'autre exemple de Takis Candidis. Sur lui, il a fait plusieurs allers-retours. Il revenait, il repartait, puis à chaque fois, les contrats bizarrement augmentaient. Mais il y a un autre exemple de conflit. L'exemple comme ça, il y en a plein. Je vous donne un autre. Là, qui est moitié politique, moitié finance. Vous avez Arnaud Ngacha, qui était un des maires adjoints de la mairie de Paris. Pour ce boulot, ce mandat, il avait un salaire de 60 000 €. Et en même temps, il était en contrat à temps plein pour France TV à hauteur de 100 000 €, avec un titre un peu particulier, directeur des opérations spéciales. Donc forcément, vous voyez le truc venir. Bon. Ok, donc Charles Lalonde demande en audition Madame Ernotte, mais il faisait quoi? Il s'occupait du Téléthon. Sauf que, à l'oncle, comme il auditionne d'autres personnes, il dit bon d'accord, je note ça. Et au cours d'une autre audition, il demande aux différentes personnes concernées, est-ce que Monsieur Ngacha s'occupait du Téléthon? Non, il n'a jamais fait ces émissions-là. Voilà. Des choses comme ça, il y en a plein. Donc vous voyez un peu le niveau de système d'entre-soi, de services rendus, et tout ça avec notre argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte qu'il a eu plein de pression. Il a eu plein de pression. Alors, le mieux de la pression, c'est la veille de l'audition d'Ernotte. Vous avez eu, étonnamment, dans quelques heures concentrées, un communiqué de la Cour des comptes. Pierre Moscovici, qui est la Cour des comptes,
Non, il n'est plus à la Cour des comptes. S'il était à la Cour des comptes à l'époque, je ne sais plus. Bref, qui s'occupe, celui qui sortait les rapports, vous savez, notamment sur France TV, va dans Quotidien pour dire que Chalaloncle raconte n'importe quoi. Et vous avez Madame Ernotte, la veille de son audition, dans un grand quotidien, qui dit que Chalaloncle diffuse des fake news. Donc, je veux dire, la veille de l'audition de la grande patronne, tout d'un coup, vous avez un concentré de personnes qui envoient du tir croisé. Mais il y a eu aussi donc les menaces. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Chalaloncle s'approchait des sociétés de production privées, les menaces augmentaient. C'est des coups de fil, c'est des messages par des proches, c'est « il ne devrait pas faire ça », c'est « oui, mais si tu penses à ton avenir, peut-être qu'on pourrait faire ça ». Voilà, ça, alors il n'a pas voulu me donner les noms, il n'a pas voulu nous dire les noms, évidemment, mais plus il s'approchait du privé, plus la menace s'intensifiait. Et si vous regardez hier l'audition de Xavier Niel et de Mathieu Pigasse, je peux vous révéler quelque chose, c'est que Xavier Niel, avant de rentrer dans la commission, a pris 2 cachetons. Ça peut expliquer, soit il voulait descendre la pression, soit il voulait l'augmenter. Mais en tout cas, il y a un souci, ça se voyait dans le caractère. Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que vous avez pensé de cette audition de Xavier Niel ? C'est-à-dire que l'agressivité des représentants privés auditionnés par une commission parlementaire est absolument étonnante. Pourquoi ? Parce que la logique politique, c'est que l'homme politique, il a peur du média. Il se soumet au média parce que le média, c'est celui qui peut faire ou défaire sa carrière. Et là, on a vu le média, le représentant du média, et Niel, c'est pas seulement les sociétés privées de France Télévisions qui travaillent pour le service public, c'est aussi un empire, Le Monde, toute une série de médias qu'il contrôle. Le Parisien, dont sa femme est la directrice. Donc c'est une surpuissance médiatique qui est mise en cause par un homme politique. C'est le monde à l'envers. C'est le facteur qui mord le chien. Et évidemment, là, le chien, il est très surpris et il est très fâché. Et on lui a quand même dit à chaque fois, la veille de ces auditions importantes, on lui disait, ces questions-là, il ne faut pas que tu les poses. Ça va te mettre en difficulté. Puis un jour, peut-être qu'on te rendra l'appareil. Ou bien on va user de moyens pour te nuire. On en est là, quoi. C'est quand même fascinant. Alors après, il y a autre chose qui est assez amusant. Il est d'un courage extraordinaire. C'est un énorme bosseur. C'est un jeune député. Il a peu d'expérience. Il est en commission. Ils sont pas nombreux. Il est assez esselé. Et là, ça fait quand même plusieurs mois d'un enjeu qui devient un enjeu national, parce que la commission est peut-être une des commissions les plus suivies. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt général, et ça prouve que il faut peut-être faire quelque chose, et que cette commission doit aboutir. S'il y a un problème, et que si c'est suivi, et c'est qu'on découvre qu'il y a des trucs qui ne vont pas, le but, avant de dire on va rayer d'une carte l'audiovisuel public, c'est comment le réformer, comment faire quelque chose. Parce que si c'est pour avoir des jeux débiles comme sur TF1, alors vous allez me dire, Nagui fait des jeux aussi débiles, mais voilà, non, l'audiovisuel public a une vraie utilité, il y a des choses que le privé ne ferait pas pour des raisons d'audience, pour des raisons de coût, que le service public fait. Je vous donne un exemple, il y a eu un docu-fiction très beau sur, vous savez, la jeune femme qui a permis que les terroristes du Bataclan soient logés à Saint-Denis. Et vous savez, cette jeune femme-là, qui, je crois, qui est la première personne qui a parlé et a bénéficié d'une protection de témoin comme il existe aux États-Unis. Bon, ils l'ont fait venir, évidemment, il fallait qu'ils la protègent, et donc ils ont fait une sorte de docu-fiction, et c'était un très très beau docu-fiction. Je suis pas sûr que le privé l'aurait fait. Mais alors, quand on fait tout ça, on se met aussi dans les papiers et tout, et alors je vous invite à lire des pépites. C'est le rapport de l'Arcom. Et je vous promets, c'est fascinant, quoi. Alors déjà, c'est le rapport de l'Arcom. Pas l'Arcom ici, s'il vous plaît. Non, mais si, attendez, le rapport de l'Arcom sur... il publie un rapport sur l'exécution du cahier des charges. Bon, moi, j'ai regardé celui de France Télévisions. Bon, il y a des trucs assez intéressants, c'est qu'ils disent l'Arcom a vraiment... France Télévisions a respecté ce cahier des charges, notamment sur les personnes racisées, notamment sur les personnes non blanches qui sont pas là. Il y a tout. Mais le plus drôle, c'est pas là. Notamment dans les fictions. Là, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Je vous le dis, le plus drôle, c'est pas là, c'est sur le temps de parole. Alors, le régulateur égrène les manquements du groupe public au cours de chacun des trimestres 2024. Trimestre 2024, l'année d'une élection. Au titre du premier trimestre, France 3 et France 2 se font taper sur les doigts. Bon, très bien, il y a 2-3 trucs. Mais, deuxième trimestre, là c'est intéressant, l'autorité, donc l'Arcom, choisit de ne pas faire son travail en raison de, je cite, l'importance du volume horaire consacré par la majorité des chaînes à la couverture des élections européennes et législatives.
comme on parle de trop de politique et que c'est trop dur à compter, on va pas compter. C'est magnifique. C'est pas une blague, c'est vrai. Je vous promets, c'est écrit noir sur blanc. Et ensuite, le trimestre passe, là ils reviennent à des trucs classiques. Mais c'est-à-dire que vous avez l'Arcom qui préfère pas compter le temps de parole pendant l'élection, en disant c'est trop compliqué. Ah ouais, sachant que C'est ils nous ont fascinant. Et ça, c'est dans leur rapport. Pour qu'on hein. tienne nos propres horaires et nos propres invitations pour avoir un respect de la pluralité, Et c'est c'était dans leur très rapport. pénible. Non, il y a trop de boulot. Jean-Yves Le On Gallou, fait pas. pour conclure en 30 secondes sur cette affaire à l'oncle, la commission de l'audiovisuel, qu'est-ce que vous pensez de l'importance qu'elle peut avoir et si elle est ou non publiée d'ailleurs, si elle l'est et si elle ne l'est pas? Si elle est publiée, elle devrait déboucher sur des poursuites pénales, d'après ce qui a été dit. Et il y a plein d'articles 40 qui vont Voilà. être déclenchés à la Il y a suite de ça. plein d'articles C'est prévu. 40, donc on verra. Je pense que c'est le parquet national financier qui doit être. On verra le zèle éventuel du parquet national financier. Bon, Et ça, si c'est elle ne l'est pas? S'il ne l'est pas, j'espère qu'il y aura des moyens de contournement d'y avoir quand même accès. Voilà, je ne sais Pour pas révéler, lesquels, oui. mais. En tout cas, ça serait un scandale et je pense qu'il faudrait vraiment que les. Il y a une élection en les responsables- 2027. Hein. C'est ça, oui. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, merci Arthur de Vatrigan. Arthur de Vatrigan, vous restez. Avec joie. On peut acheter le numéro de l'Incorrect qui publie ce grand entretien dès cette semaine dans tous les kiosques et on peut le commander donc sur le site de l'Incorrect. Oui. On tape l'Incorrect dans un moteur de recherche ou sinon on va sur l'incorrect.org sans mettre d'apostrophe entre le L et le I et on tombe sur votre site sans problème. On revient dans un instant avec Michel. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, merci d'avance, chers auditeurs de Radio Courtoisie, parce que vous le savez, nous ne vivons que de votre générosité, que de vos dons, puisqu'il n'y a ni publicité ni subvention sur nos ondes, et ça nous donne justement cette liberté que peut-être vous appréciez. Alors, nous attaquons cette deuxième partie de Restons Courtois avec Michel Faux. Bonsoir Michel Faux. Bonsoir. Et alors, là, je voudrais faire une petite confidence à nos auditeurs, parce que journaliste, c'est quand même un métier formidable, parce que ça donne un alibi, mais fantastique. Je le disais récemment pour Éric Neuhoff de l'Académie française, pour rencontrer les gens et les inviter, les gens qu'on admire et les inviter. Et alors, aujourd'hui, donc Michel Faux, que j'ai un jour reconnu sur un quai de gare, qui a eu la gentillesse et l'imprudence de me répondre, et le voilà embarqué dans une émission à Radio Courtoisie avec nous, après avoir triomphé donc tout récemment au cinéma avec L'Inconnu de la Grande Arche, et puis surtout, je sais pas, mais aussi avec La Jalousie, donc l'adaptation de la pièce de Sacha Guitry, qu'il a jouée et mise en scène donc jusqu'au 19 mars de mémoire. 7 mars, ouais. 7 mars, ah bon. Mais qu'on va reprendre. Ah, génial, ouais. Ah, super. Au théâtre de la Michaudière, théâtre qui fête ses 100 ans. Bon. Alors, voilà, donc c'est l'occasion pour nous, pour Arthur de Vatrigan qui est resté, pour moi et puis pour vous, chers auditeurs, d'une belle rencontre, d'un beau portrait avec un grand artiste baroque. Est-ce que baroque, ça vous convient? Ah bah oui, baroque, oui. c'est les contrastes, c'est bien, Oui. ouais, bien sûr. Voilà, écoutez, on a une série de questions mirobolantes. On n'aura sûrement pas le temps de toutes vous les poser, mais d'abord, est-ce qu'on peut commencer par le début, donc revenir peut-être sur les sources de votre vocation? J'ai lu que vous aviez commencé dans le monde artistique avec des spectacles de marionnettes quand vous étiez tout petit. Oui, c'est à 5 ans, ma mère m'a offert des marionnettes, elle n'aurait jamais dû, ça a été le début de la catastrophe, et donc de 5 à 10 ans, je pensais qu'à ça, et puis vers 9 ans, elle m'a emmené à l'opéra, voir des opérettes, voir du théâtre, et donc du coup, c'est vraiment elle qui a forgé ce désir que j'avais, puis comme elle a vu que ça m'intéressait... Alors, qu'est-ce que vous faisiez avec vos marionnettes, si vous vous en souvenez? Je faisais des spectacles, j'obligeais... Mais vous aviez un petit théâtre et tout? Oui. Ah oui. J'obligeais mes camarades à regarder les spectacles, évidemment ça les ennuyait mortellement. Ils préféraient aller jouer au foot, et moi je faisais des spectacles avec ma sœur et mon frère. D'accord, et alors ça serait possible un jour que vous refassiez du spectacle de marionnettes? Moi ça me passionne, mais... je pense que mes spectacles que je fais ressemblent à des spectacles de marionnettes. En fait, j'aime bien quand c'est un peu du figuratif, c'est un peu artificiel, c'est un petit peu. J'aime pas le réalisme. Donc du coup, je retrouve cette grâce des marionnettes dans mes spectacles de théâtre. Est-ce que vous aviez vu le film le film de Léos Carax, Annette, où oui, le personnage, bien sûr. alors on voit tout, si on voit peut-être divulgacher, c'est pas grave, est joué par une marionnette, et c'est des marionnettistes français.
d'ailleurs, qui sont spécialisés là-dedans, qui l'ont conçu, et le personnage central est une marionnette. Et volontairement joué par une marionnette. C'est assez fascinant en fait. Ouais. Mais j'avais rajouté des marionnettes dans un opéra que j'avais monté, Wojciech de Berg à l'Opéra de Toulouse. Et puis là, j'ai le projet, j'aimerais arriver à monter une pièce de Jean Anouilh, et j'aimerais qu'il y ait un rôle d'une petite fille muette, et j'aimerais que ce soit une marionnette. Maintenant, en plus, on fait des marionnettes formidables. D'accord. Comment ça s'anime une marionnette d'aujourd'hui? C'est toujours avec la main dans le gant? Non, mais il y a aussi des choses... Plus automates? Ouais, bien sûr, qui ressemblent à des automates. Les automates, c'est formidable. D'accord. Très inquiétant. Oui, c'est vrai. Oui, complètement. Et alors, après les marionnettes, comment est-ce que vous entrez finalement dans ce monde? Parce que vous êtes né à Agen. Donc à Agen, est-ce qu'il y a du théâtre? Est-ce que vous entrez dans une comédie? Il y avait plus de théâtre qu'avant, mais qu'aujourd'hui. Une compagnie, pardon. Ouais. Mais il y a non, j'étais au conservatoire. Il y avait un conservatoire d'Agen avec une vieille dame qui nous apprenait à perdre l'accent parce qu'on avait l'accent du Sud. Et puis là, j'ai lu des livres et puis et voilà, j'ai fait du théâtre amateur et puis après, je suis allé à Paris passer le conservatoire et voilà. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez votre première claque au théâtre en tant que spectateur? Je me souviens d'un opéra, Les Pêcheurs de Perles, de Bizet, c'était quand même à 9 ans, c'était quand même dur. Je me souviens de La Belle de Cadix de Francis Lopez, et je me souviens d'une pièce avec Jean Le Poulain, Le bourgeois gentilhomme. J'avais trouvé ça fascinant, et je sais que ma mère avait dit « il en fait trop, il n'est pas bien ». Moi, je l'avais trouvé formidable, Jean Le Poulain, déjà, j'avais des goûts déjà bizarres. Et alors, ensuite, vous faites... Donc, ça, c'est le théâtre. Après, vous êtes aussi passionné d'opéra? Oui, j'écoutais de l'opéra petit, ouais. Tout petit. Ouais. Bah, dès que j'ai vu des opéras, ça m'a passionné. D'accord. Et pas de musique type rock'n'roll, jazz? C'était l'époque du disco dans les années fin des années 70, donc il y a un peu des groupes disco, des choses comme ça. Puis un peu Juliette Gréco, Léo Ferré, Barbara, mais surtout de l'opéra, ouais. D'accord. Pas de jazz, de blues, non. Je rappelle que c'est le plus grand interprète de Carla Bruni. Ah oui, ça c'est fantastique. Oui. Alors je vous l'ai épargné parce que j'imagine qu'on vous l'a mis 150 000 fois. Ouais. Mais moi j'avoue que je n'ai jamais rechanté depuis. C'est vrai? Ah bon? Ça faisait partie d'un spectacle, d'une revue que j'avais fait. C'était alors comment ça s'appelait ça? C'était la revue. Le spectacle s'appelait L'Impardonnable Revue, pathétique et dégradante. Oui. Et ça, oui, vous l'aviez chanté au Molière. Alors ça, j'invite vraiment tous les auditeurs de Radio Courtoisie à taper Michel Faux, F-A-U, Carla Bruni sur un moteur de recherche sur Internet. C'est un moment, mais extraordinaire. Alors surtout, au-delà même du chant, alors déjà, c'est intéressant parce que vous savez chanter faux. Non, mais ça doit être extrêmement dur parce que ça doit être extrêmement dur de chanter faux, convenablement. Non, je fais n'importe quoi avec ma voix, mais comme j'ai des bases solides... De vrai chanteur, voilà, oui. Du coup, j'arrive à pas m'abîmer la voix, mais je chante pas très bien, non. Je veux aussi faire. Et c'était surtout les mimiques. Parce qu'en fait, les mimiques sont incroyables. C'est-à-dire je vais refaire on sent tellement d'émotion dans votre visage quand vous chantez cette chanson de Carla Bruni qui s'appelle Quelqu'un m'a dit. Ah, pour moi, c'était totalement tragique, oui. Mais c'était pas rigolo du tout. Mais... je vais refaire un concert cet été au Festival d'Anjou, fin juin, où je chanterai des airs d'opéra et puis de la variété avec un vrai ténor qui m'accompagnera, Philippe Talbot, qui est formidable. Et moi, je ferai une parodie de la parodie. Ah, c'est génial ça. Ouais. Est-ce que vous connaissez un chanteur allemand qui s'appelle Max Raab? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et vous aimez? Ah oui, formidable. Parce qu'il fait des parodies. Alors, c'est à la fois un vrai chanteur d'opéra, mais il fait aussi des parodies. Il a fait des parodies de chanteuses pop, etc. C'est extrêmement drôle. Britney Spears, voilà, c'est ça. C'est extrêmement drôle. Je vous connais très élégant, très élégant. Oui. R-A-A-B-E. Et j'ai pensé, alors c'était trop tard pour le mettre dans ma liste de questions, mais voilà, je vous la pose. Et alors, ensuite vient le cinéma. Le cinéma, c'est plus dur peut-être, non, d'entrer dans le monde du cinéma, ou c'est pareil? Non, c'est qu'on m'a pas proposé des choses très intéressantes, donc quand c'est bien, je le fais. Là, justement, L'Inconnu de la Grande Arche, ou un film avec Cédric Angers aussi. Là, je vais tourner cet été un film avec Michel Hazanavicius, qui est formidable aussi, mais il faut que ce soit bien, parce que je fais beaucoup de mise en scène d'opéra et puis de théâtre, et donc... j'aurais que ça dans ma vie, je ferais du cinéma, mais là, je ne fais que si c'est bien. J'ai pas fait tellement de films de merde, en fait. J'ai fait plutôt des bons films. Oui. Parce que mais moi, ça me passionne, mais il faut avoir une belle partition, quoi. Il y en a une qui est magnifique. On va écouter la bande-annonce du film Marguerite dans une seconde. Alors, je vous en parle juste après, mais voilà, écoutons d'abord, ça donnera aux auditeurs une idée du film d'abord, et puis du personnage que vous jouez. Vous jouez en gros un prof de chant. Oui, un ténor raté qui donne des cours de chant. Sur le retour, qui est un peu vénal et qui en même temps voit bien la réalité. C'est très excentrique.
Non, ça va, rentrez, vous sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte. C'est insupportable. Elle a toujours chanté comme ça? Ah non, elle a beaucoup progressé. Je travaille toute seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique, je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux? Faux, mais sublimement faux. Divinement faux. Je vais organiser un vrai concert, Georges, devant un vrai public. Comment ça, un vrai concert? Je travaille depuis des années, mon chéri. Je vais trouver un vrai professeur. Non, c'est très intéressant, c'est très personnel. Merci. Merci, oui, merci beaucoup. Donc, c'est Michel Faux qu'on vient d'entendre. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous dépréciatif, mais moi, je vous ai découvert à travers ce film, en fait, Marguerite, et j'ai trouvé ça mais incroyable. Et ensuite, un peu monomaniaque, comme j'ai pu le faire avec des auteurs comme Céline ou Balzac ou je ne sais qui, je me suis dit, il me faut tout Michel Faux. Et est-ce que ça vous heurte ou est-ce qu'au contraire, ça vous semble sympathique quand même, qu'on vous découvre via le cinéma et non pas à travers peut-être des arts plus nobles, entre guillemets, qui sont le théâtre ou l'opéra? Non, ça. Parce que, moi, j'ai fait des années de théâtre public, théâtre subventionné avec Olivier Py, et la star, c'était Olivier Py, c'était le metteur en scène, l'auteur qui était la star, c'était pas les comédiens, et c'est ça que je regrette, surtout, en fait. Après, j'ai fait mes propres spectacles, donc on m'a reconnu, mais c'est pas l'histoire d'être reconnu, c'est l'histoire qu'on voit mon travail, quoi, c'est tout. Mais quand on vous découvre à travers le cinéma, c'est pas Ah non, parce que je suis très fier de ce film. Ouais. Oui, non, évidemment. Mais est-ce que vous mettez pas le théâtre au-dessus du cinéma? Non, je pense que c'est plus difficile le théâtre, parce que le théâtre, on est en live, on peut pas s'arrêter, c'est fatigant, on vous attend au tournant, c'est moins bien payé, c'est très difficile le théâtre, quoi. Tandis que le cinéma, c'est facile d'être bon au cinéma, on coupe, on monte, on peut rendre vraiment quelqu'un qui ne sait pas jouer de fascinant au cinéma, parce qu'on fait des gros plans, parce que c'est là où il y a une tricherie qui n'est pas la même. Vous l'avez déjà vu? Des gens pas terribles qu'on ça arrive tout le temps, la majorité. Non mais souvent ils sont incapables d'aller sur scène, tous ces acteurs. Oui, bien sûr, parce que sur scène c'est quand même il n'y a pas de tricherie, oui, bien sûr. Justement, quand je vous demandais votre première claque au théâtre ou à l'opéra, c'était quoi votre premier émerveillement au cinéma? Je pense que ça devait être le cinéma de minuit, parce que ma mère m'autorisait à regarder le cinéma de minuit où il n'y avait que des chefs-d'œuvre. Elle a tous les films de Gabin, de Marlène Dietrich, etc. Et puis, j'avais une passion très très jeune pour Fellini. J'avais été vraiment intrigué par Fellini. Je ne comprenais pas tout, mais ça me fascinait, cet univers très très outrancier, drôle et un peu inquiétant et baroque. Et donc, en plus, à l'époque, fin des années 70, le cinéma italien était très 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 productif. Et donc, j'aimais beaucoup Dino Risi, Marco Ferreri, tout ça, voilà. Et justement, vous disiez qu'on peut être un mauvais acteur qui réussit au cinéma, et sur la scène, on est sans filet, on peut pas, mais vous avez plus de liberté où? Sur scène ou au cinéma? Sur scène, bien sûr. Mais ça, tout le monde le dit. Hein. J'ai revu il y a pas longtemps une interview de Louis de Funès où il disait qu'il revenait au théâtre parce qu'il avait une liberté. Il prenait plus de risques, mais il était beaucoup plus libre, en fait. Ouais. Et puis le cinéma, on sait très bien qu'ils garderont la prise qui est la mieux techniquement, qu'ils vont couper des scènes, etc. Donc ça, on ne maîtrise pas du tout la chose. Là, au théâtre, je maîtrise. En plus, je fais la mise en scène aussi, donc je maîtrise encore plus. La mise en scène au cinéma, c'est pas quelque chose qui vous attire? Si, j'ai essayé une fois, mais j'y suis pas arrivé, parce que ça coûtait trop cher. Si, bien sûr, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Mes références sont très cinématographiques. Là, je vais réessayer peut-être de réaliser un film, mais c'est compliqué. Ouais. C'est pas le même métier? Non, mais j'ai mis en scène des opéras, j'ai mis en scène du théâtre, donc j'aimerais bien essayer le cinéma comme Visconti. Et vous viseriez quel genre de film alors? J'aimerais faire un film fantastique, un film un peu expressionniste et puis inquiétant, enfin. Un film de genre ou un film fantastique à la Méliès ou à Cocteau? Ou la Franju? À la Franju, je dirais. J'adore. Les yeux sans visage? Ouais, magnifique. Et alors comment on passe justement d'acteur, vous le comédien, à metteur en scène? Moi, j'ai toujours eu envie de faire les deux, en fait. Et je l'ai fait au début, quand je suis sorti du conservatoire. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai travaillé pour Olivier Py. Et puis après, j'ai recommencé. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Mais vous savez, il y a eu toute une époque où les metteurs en scène étaient acteurs. Hein. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ça revient, en plus. Il y a de nouveau des metteurs en scène qui sont acteurs. C'est très important d'être sur le bateau, d'être avec les autres.
contrôler que tout se passe, enfin que la mécanique reste bien huilée. Oui, ou... et puis pour savoir vraiment ce qui se passe, quoi, parce que souvent on a des metteurs en scène qui connaissent pas, qui sont jamais allés sur scène, qui sont dans la salle comme ça, qui ont fait des études de littérature ou de philo, et puis qui s'improvisent metteurs en scène. Donc je crois que c'est vraiment important. C'est comme un chef d'orchestre. On peut pas envisager un chef d'orchestre qui n'aurait pas joué d'un instrument. Le chef d'orchestre, il est dans la fosse, donc je veux être sur le plateau. Et alors au quotidien, comment vous faites? Parce que vous jouez. Et en même temps, vous arrivez à vous dire, tiens, un tel a fait une... Bah oui, on voit très vite. On voit très vite. Ah oui. Puis comme ils ont un peu peur, parce que je suis là, il faut attention. Parce que vous êtes quel genre de metteur en scène? Vous êtes sévère ou rigoureux? Je suis psychorigide, un peu maniaque, mais en même temps... Dans toute décontraction. Dans toute cette contrainte, je les pousse à faire des choses radicales ou extravagantes. Donc du coup, il y a un mélange de liberté et de rigueur. D'accord. Donc il y a de la liberté. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Les acteurs sont souvent contents. Pas obligés de respecter la Parce que je sais ce que c'est justement d'être acteur. Ouais. Et justement, comme vous dites, je sais ce que c'est que d'être acteur, mais vous savez ce que c'est que d'être metteur en scène. Est-ce que ça a changé votre manière de jouer? Ah, je pense que je suis beaucoup plus disponible, oui, bien sûr. Souvent, les acteurs qui sont... Enfin, les metteurs en scène qui jouent, ils sont assez disponibles parce qu'ils savent très très bien qu'on peut tout essayer, qu'il n'y a pas de règles et qu'il faut essayer avant de dire non, quoi, en fait. Donc, en effet, oui, je pense même que j'ai fait des progrès, oui. Et puis, je suis très dur avec moi-même, donc je me distribue dans des rôles dans lesquels parfois on m'attend pas. Parce que souvent, les metteurs en scène de cinéma ou de théâtre, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, donc ils vous demandent toujours de faire éternellement le même rôle. Ça... C'est rassurant. Bah pour eux c'est rassurant, mais c'est un peu ennuyeux. Donc moi je sais que mon souci c'est vraiment de me renouveler même dans mes mises en scène. C'est pour ça que je monte au Offenbach comme Wagner et que je change de décorateur aussi pour essayer de chercher des esthétiques différentes. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même équipe comme beaucoup de réalisateurs ou de metteurs en scène de théâtre? Ça m'arrive souvent, j'ai 2 costumiers que je retrouve régulièrement, j'ai un éclairagiste que je retrouve régulièrement, j'ai 3 assistants que je retrouve, mais j'essaie d'alterner en fait. Et vous travaillez en famille aussi, non? Je crois que votre frère et votre sœur sont Mon frère, il est mort depuis 1 an et demi, mais c'est pas... Mais on a travaillé ensemble, c'était un peu compliqué parce que c'était mon frère aîné, donc la famille c'est quand même l'enfer. Hein. Donc, mais ma sœur, oui, qui est maquilleuse, que je retrouve régulièrement, ouais. Et ça, c'est des références de l'enfance, en fait. Je suis très... Il faisait des spectacles de marionnettes avec vous? Mon frère faisait les décors, ouais, des spectacles de marionnettes. Mais je me rends compte que je suis en train de... Je suis comme quand j'étais adolescent, je montre les textes que j'ai lus, que découverts adolescent. Je suis effrayé par la société comme quand j'étais adolescent. Je pense que je n'ai pas du tout évolué. J'ai fait des écarts et puis je suis redevenu l'adolescent un peu dépressif et caractériel que j'étais. C'est plutôt sympathique, non? Enfin, ça veut dire qu'on n'évolue pas du tout, en fait. Ça vous donne aussi une grande liberté. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas tenu d'adopter des codes et de... Bah, j'essaie d'éviter, ouais. Oui, ça c'est plutôt chouette. Et qu'est-ce qui... on parlait du baroque au théâtre, de l'opéra, avec des personnages étranges, de Franjoux, de Fellini. Qu'est-ce qui vous attire justement dans ces figures bizarres, excessives, flamboyantes? Je pense que ça fait résonner en vous? Ce qui m'attire, c'est de me sortir du quotidien, en fait. Le quotidien m'angoisse et m'ennuie. Et... C'est pour ça que j'ai pas envie de faire des films ou des pièces quotidiennes. Je trouve que le quotidien est effrayant. Alors, par contre, je m'intéresse à l'état du monde et je suis terrifié. Je regarde la télévision et je suis terrifié par ce qui se passe, par le monde dans lequel on vit, toujours. Mais j'ai pas envie de parler de ça au théâtre. J'ai envie de poésie, d'onirisme, de délire, de burlesque, et justement pour sortir de ce marasme. Et je pense que, je le dis parce que je le pense sincèrement, les succès publics que j'ai pu faire au théâtre ou à l'opéra, c'est parce que justement j'invitais les gens à faire un voyage dans un autre temps, dans une autre époque, dans un autre monde. Je pense que sortir de chez soi, pour les gens maintenant qui peuvent rester devant la télé ou devant leur chaîne et leur ordinateur, s'ils font l'effort de sortir à l'opéra ou au théâtre, c'est exceptionnel. C'est même merveilleux d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'essaie de leur montrer un monde onirique, on va dire. Et vous trouvez que c'est plus vraiment le cas, ni au cinéma, ni au théâtre? C'est rare? C'est rare, mais ça marche. On voit bien les séries qui marchent, etc. Les gens, ils ont envie de légendes, ils ont envie de héros, ils ont envie de choses... On voit bien quand même. Donc, et je vois bien, moi, les succès que j'ai pu faire avec Guitry ou avec André Roussin, alors qu'on me disait ça marchera jamais. Moi, j'ai monté le Vaisseau fantôme de Wagner à Toulouse l'année dernière et c'était un gros succès public, alors que c'est quand même difficile, Wagner. Mais parce que c'était épique, c'était beau, j'espère que ça transportait le public, quoi. Alors, c'était une question également. Comment vous faites pour mettre une pièce un peu ancienne au goût du jour? C'est-à-dire, par exemple, André Roussin, donc c'est Lorsque l'enfant paraît, où
le texte en fait résonne drôlement avec notre époque. Moi, je pense pas à ça. Il est très identique. Moi, je montre ce texte parce que je pense que c'est un texte qui est important, qui est beau, qui dit des choses, qui est insolent. Je pense que c'est un auteur important, qui a été à la mode et qui l'était plus. Et après, je le monte. Après, je le monte aussi avec mon imaginaire et mes fantasmes, et mes obsessions et mon esthétique, évidemment. Donc, c'est là où c'est différent. C'est pas la mise en scène de la création, même le Guitry. Mais le Guitry, vous avez fait sauter un personnage, la femme de chambre, je crois. Oui, parce qu'il y avait une femme de chambre, un valet de chambre, donc pour que le valet de chambre ait plus de matière pour jouer, mais je suis quand même assez fidèle au texte, quoi. Mais après, évidemment, il y a mon imaginaire qui entre en jeu. Alors, en fait, j'avais dites-moi si c'est vrai ou faux, hein, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile d'interpréter quelque chose comme Molière, parce qu'il y a 300 ans d'écart, et on accepte toutes les conventions qui se disent qu'on fait, on parle pas pareil qu'aujourd'hui, on ne s'exprime pas de la même façon, alors qu'une pièce qui a seulement, entre guillemets, 50 ou 70 ans, on peut se dire, tiens, c'est un peu vieillot. Est-ce que c'est juste et si oui, comment vous gérez ça, quoi? Mais moi, je trouve tout est daté. Je veux dire, Tchekhov, c'est daté, on le monte. Moi, je trouve qu'Edmond Rostand, c'est extrêmement daté et il est incontournable. Donc, Marivaux, pour moi, jamais je montre une pièce de Marivaux. Je trouve ça vraiment très, très désuet, très, très bavard. Donc, je pense que ça dépend de la qualité de l'auteur. Je pense qu'il y a des histoires de mode aussi, c'est-à-dire que Roussin n'était plus à la mode. Comme un auteur que j'aimerais monter, c'est Jean Anouilh. Jean Anouilh n'est plus à la mode. Enfin, il revient un petit peu. Mais il y a des pièces de Françoise Sagan qui sont formidables, des pièces de Mauriac ou de Marcel Aimé qui sont formidables. Mais c'est une histoire de mode où les gens ne connaissent pas, en fait. Le dîner de tête, ça pourrait être chouette à jouer. Je ne sais pas si... Le dîner de tête. C'est de Anouilh, où en gros on a des personnages de la Révolution française. Pauvre Bitos, mais ça a été remonté il n'y a pas longtemps. Pauvre Bitos, il a été adapté. Il a été il n'y a pas longtemps, il y a un an. Théâtre Berthaud. Exactement. Et c'était bien. Avec Maxime Daboville. Il y avait Daboville qui jouait, et il y avait celle-là d'Anouilh, et vous en aviez une autre avec. Ça y est, j'ai oublié. On a l'impression que c'était une critique. Qu'ils avaient anticipé les woke, les néo-féministes. La culotte, voilà. Exceptionnel. Ça terminait avec un espèce de juge qui prennent le pouvoir et qui sont pires que les hommes. Et 10 fois pire, mais ça on le savait déjà. C'est quand même une espèce de juge binaire. Et on sait pas trop. Et franchement, c'était et c'était la même année les deux d'Anouilh. Mais justement, Molière, c'est intéressant parce que Molière, c'est on va essayer on n'a pas de quoi être fier d'être français trop souvent, mais ça va. Non, mais tout le temps, mais dire aujourd'hui, voilà. Mais en revanche, dans tous les théâtres d'Europe, vous avez Molière qui a écrit sur le fronton des théâtres. Bon, alors Molière, c'est quelqu'un qui date facilement, ou est-ce que à chaque fois, on peut redécouvrir Molière et surtout cet auteur moral, donc les leçons qu'il nous donne et qu'il nous donne aujourd'hui, peut-être encore un peu plus qu'hier. Oui, moi j'ai monté le Misanthrope, le Tartuffe et puis Georges Dandin, mais je pense qu'on l'interprète mal parce que on fait du Misanthrope une figure austère et qui dit la vérité, etc., alors que pas du tout. En fait, c'était un personnage extravagant, c'était un personnage scandaleux qui dénonçait les choses, mais qui faisait partie de la cour. Et j'ai lu des textes où on disait que Molière s'était rajouté des sourcils pour faire plus de grimaces dans le Misanthrope. Donc je pense qu'on le joue du bout des doigts et de façon très sérieuse, alors que je pense que c'était un théâtre qui était radical et grotesque. Et c'est ce qu'on avait essayé de faire avec le Tartuffe également. Mais en effet, c'est un auteur qui a traversé le temps. Mais comme Racine ou comme Corneille. Mais par exemple, moi j'aime beaucoup le théâtre de Victor Hugo, qui est beaucoup moins à la mode. Mais c'est des histoires de... Je pense que c'est des histoires de goût du jour, quoi, en fait, d'un seul coup. Mais c'est vrai que le Molière est incontournable, mais pas toujours pour les bonnes raisons, je pense. Et Shakespeare ? Shakespeare aussi, après on a le problème de la langue et des traductions en fait en français, mais évidemment Shakespeare c'est un titan, mais en plus on ne sait pas, même Molière, on ne sait pas tout, on ne sait pas qui a écrit les pièces de Shakespeare vraiment, on ne sait pas si vraiment il y avait un seul auteur ou pas. Mais est-ce que c'est très grave en fait? Non. Moi, c'est comme les grands peintres qui avaient des ateliers. Est-ce que c'est Corneille, est-ce que c'est Molière? Oui. Ou est-ce que c'est vraiment Rembrandt alors qu'il avait un atelier? Mais en fait c'est pas très. Non, si on peut taper sur les Anglais, on profite. Si c'est de l'anglophobie, d'accord. Évidemment. Et justement, c'est intéressant parce que alors moi, je ne connais que le théâtre français, parce que déjà, je parle que français, donc je ne vais pas aller voir du tchèque et encore moins de l'anglais. Est-ce que le jeu français, la manière de jouer, il y a un particularisme français? Est-ce qu'on joue de la même manière quand on est à Londres, ou quand on est à Paris, ou quand on est à Vienne?
Moi, je pense qu'avant, on jouait pareil. Je pense que maintenant, il y a un jeu français très raisonnable et très... qui n'est que français, d'ailleurs, parce que quand on voit les séries américaines ou les films coréens, par exemple, les acteurs sont hystériques et timbrent énormément leur voix, ou même les séries anglaises, etc. Tandis que les acteurs français ont un jeu, en général, assez raisonnable. Ils chuchotent, il ne faut pas parler trop fort, alors que dans la vie, parfois, on parle très fort. Ou quand on est français. Bien sûr. Et il ne faut pas faire trop d'effets de voix, il ne faut pas faire de grimaces. Il y a quelque chose de très raisonnable qui a un peu imbibé le jeu au théâtre et au cinéma, d'ailleurs, mais qui n'est pas du tout la réalité, et qui n'est pas une représentation de la réalité, et qui surtout n'existe pas dans les films de Scorsese ou dans les séries, justement, qu'on peut voir à la télé, donc les séries étrangères. Donc, quand on voit les films de Sorrentino, ça incarne énormément. Donc, je sais pas, c'est un côté très raisonnable. Il faut pas parler fort. Cette histoire, il faut pas parler fort. Pourquoi ? Quand on voit Jack Nicholson jouer, il vocifère. Donc, ça dépend de ce qu'on doit jouer, en fait. Je pense que ça dépend du style, en fait. Je crois que l'histoire du style est très importante. Et en France, on joue un peu tout pareil, en fait. On joue un peu tout raisonnable et... C'est dû à quoi ? C'est une nouvelle formation ? C'est le raisonnable et le politiquement correct qui, je pense, a tout contaminé, a tout censuré. Donc il faut pas faire de vagues, faut pas faire de... D'ailleurs, il n'y a plus de scandales, il n'y a plus de choses... Il y a plus de choses scandaleuses au théâtre et au cinéma. C'est vrai, en France. Ouais, c'est vrai. Il y a plus à l'époque, il y avait des scandales, les gens hurlaient. Ou alors c'est faussement scandaleux, c'est-à-dire c'est une forme de conformisme qui se prétend scandaleux, alors qu'en fait ça l'est pas tellement. Ouais, ça dérange personne, les mises en scène. Non, ça dérange personne, voilà. Ça nous fait bailler. Mais ça fait. Voilà. On prend le temps que ça dérange. Les mises en scène à l'opéra qui se veulent modernistes, maintenant, ça fait 40 ans qu'on en bouffe, il n'y a plus du tout scandale, les gens n'y vont plus, en fait. Moderniste, ça veut dire jouer Shakespeare en costume d'astronaute ou des... Oui, et puis jouer comme si c'était Plus belle la vie, et c'est pas Plus belle la vie. Non, mais c'est vrai, et c'est très bien Plus belle la vie, mais c'est un autre style. Je pense moi j'ai l'impression que tous les acteurs français, que ce soit à la comédie française ou au cinéma, jouent comme dans Plus belle la vie. C'est ce jeu pseudo-naturaliste, sentimentaliste, et qui surtout susurre le texte. Pourquoi ? Est-ce que, à votre avis, ça explique un peu, justement, peut-être le succès moindre par rapport à un cinéma anglo-saxon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou aimez ce genre de film, mais des films comme Trainspotting, un vieux film qui est complètement éruptif, délirant, avec des gens mais complètement fous. Même c'est Danny Boyle. C'est Danny Boyle, oui. Moi, j'aime bien. Mais oui, mais les Anglais, ils sont pas tous comme ça. Même c'est rarement vrai. Comme ça. Mais nous, même quand on fait des films un peu sociaux, ou sociétaux, comme on dit aujourd'hui, mais même Ken Loach, les films de Ken Loach sont parfois extrêmement incarnés. Mais on avait ça en France, parce que, par exemple, moi, les films de Piala, j'aimais beaucoup, c'était très réaliste, c'était très aride, mais c'était très incarné, c'était violent, c'était dérangeant, il y avait des grands numéros d'acteurs, etc. C'est un truc assez récent, qu'on a perdu, qu'on avait dans le cinéma français, qu'on a perdu. Oui, on avait ça avec Depardieu ou Devers, par exemple. Bien sûr, et puis avant, avec Gabin et on parle pas de Serrault, de Bernard Blier, tout ça, mais il y avait vraiment une... Ou Jean Rochefort, même. Bien sûr, ou Marielle. Bien sûr. Des grands acteurs qui venaient du théâtre et qui... Ils sont tous morts, quoi. Qui avaient un jeu un peu... Oui, on les a oubliés. Qui avait un jeu un peu surdimensionné, comme Jack Nicholson ou Al Pacino. Et ce qui est intéressant, c'est que, Pierre-Alexandre, c'est qu'il y a... En ce moment, je me remets, parce que... Paix à son âme, Chuck Norris est mort, donc dans la décennie 80, parce que c'est très intéressant pour étudier l'Amérique, Reagan et en fait, le doublage français des années 80 était justement l'inverse, c'est-à-dire qu'il surajoutait dans l'expression, dans les insultes, Je trouve qu'il était meilleur d'ailleurs que le doublage d'aujourd'hui. Parce que c'est le côté Madeleine de Proust, mais je veux dire, on regarde la version VO, la version française est bien plus violente. Je veux dire, c'était il y a moins de 40 ans. Comment, comment on passe de l'un à l'autre de manière aussi brutale, quoi. On ne se fait pas passer le mot comme ça. Il y a forcément des consignes, soit de réalisateurs, soit dans les conservatoires, soit dans les agents. Je ne sais pas. Un tel basculement, c'est quand même étrange, quoi. Mais peut-être parce que le théâtre et le cinéma étaient faits par des gens qui n'étaient plus des artistes, mais qui étaient des universitaires ou des. Et alors que quand on avait Melville ou Carnet, c'était vraiment des artistes, quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi peut-être. Et puis peut-être de faire des écoles de réalisation, de metteurs en scène. Ça donne des règles, et je pense qu'il n'y a pas de règles en art, quoi. Donc, il y a peut-être ça. Mais vous savez, quand Kubrick a fait Shining, il a auditionné des acteurs pour le doublage français. Et il a pris Jean-Louis Trintignant et Evelyne Buil, qui sont des grands acteurs, pour doubler Shining. Parce qu'il s'est occupé des acteurs qui allaient doubler son film. Oui. Jusqu'au boutiste, quoi. Oui. Alors, vous avez joué dans L'amour est une fête, que je trouve extraordinaire. Vous jouez un genre de producteur de cinéma porno,
peu mafieux. Enfin, on ne sait pas trop si vous êtes un voyou ou pas. Si, je pense quand même. Et là, c'est un rôle fin de règne. Extrêmement aussi habité. Comment vous jouez ça? C'était formidable ce tournage avec Cédric Angers. C'est un très beau film. C'est un film qui n'a pas marché parce qu'il est tombé en plein MeToo, alors que comme il y avait que des filles, non mais comme il y avait que des filles à poil, 4 pattes dans le film, donc puis c'était très ambigu, parce que ça parlait de la fin du cinéma porno et dans les années 80 et c'était pas manichéen, c'était pas les méchants et les gentils, donc du coup c'était un peu ambigu. Je pense que c'est ça aussi qui a dérangé, mais c'était un très beau film, un très beau réalisateur. Ouais. Et puis vous êtes très débonnaire, enfin c'est un parrain un peu débonnaire. Il est très sympathique, très sympathique, je sais pas, mais en tout cas il a. Oui, je voulais trouver la perversité et en même temps le côté, assez humain, en fait, parce que c'est un être humain. Et alors ça, comment vous composez ce rôle? Est-ce que ce sont les réalisateurs qui vous disent, voilà, tu joues ça et c'est comme ça? Ou est-ce que vous dites, moi j'ai une idée et je vais plutôt l'orienter de cette façon? C'est les deux, on parle avec le réalisateur, mais en effet, ce qui est intéressant toujours dans un rôle, c'est de trouver le diable et le bon Dieu. Il y a toujours les deux, il y a jamais... C'est pour ça que j'aime pas les choses manichéennes, avec les gentils et les méchants. Là, chaque rôle a sa part d'ombre et puis sa part de lumière. C'est ce que vous cherchez justement dans les rôles, parce que vous disiez j'ai fait moins de cinéma parce que j'ai refusé plus. Alors déjà, refuser, c'est comme un luxe. Mais parce que j'ai autre chose à faire. Non mais bien sûr, mais ça veut dire que si vous refusez, c'est-à-dire que ça ne correspondait pas. Quels sont vos critères? Alors le rôle, c'est en effet... on découvre qu'il y a du bien et du mal en l'homme, merci Dostoïevski. Et ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, mais est-ce que c'est aussi ce qu'on oublie un peu aujourd'hui quand même? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on oublie complètement aujourd'hui, ce qui est assez effrayant, mais bon, ça, voilà. Mais est-ce que c'est aussi le choix d'un réalisateur? C'est je sais pas, un scénario plus que le personnage, c'est des dialogues, Oui, c'est tout ça, mais c'est aussi le style de la façon de filmer aussi qui est pour moi importante, l'esthétique du réalisateur. Et c'est surtout si je vais m'ennuyer ou pas à incarner le rôle, quoi. C'est ça surtout, en fait. Il faut qu'il y ait de la matière, en fait. Par exemple, L'Inconnu de la Grande Arche, donc votre dernier film sorti au cinéma. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a dit j'y vais? Moi, ce qui me plaisait, c'est que j'avais déjà tourné avec De Moustier et c'est plaisir qu'il me propose à moi parce qu'il fait un cinéma qui est assez rude et assez aride, même, je dirais. Donc je ne pensais pas du tout qu'il allait me proposer un rôle, il m'a proposé de faire un rôle dans Borgo, et puis ça s'était très bien passé, puis après il m'a proposé ce rôle-là, et ce qui me plaisait, c'était qu'il voulait surtout pas faire un biopic ou une imitation de Mitterrand, il voulait que j'évoque le pouvoir et la vanité, et ça me plaisait beaucoup, parce que j'aime pas les biopics, et en même temps le personnage était fascinant, parce que et puis c'était la vanité d'un artiste face à la vanité du pouvoir, et ça c'est un sujet qui me passionne, et l'absurdité de cette situation, qui en plus c'est un dossier qui avait été assez étouffé à l'époque, et qui a été quand même un ratage total, et qui a coûté beaucoup d'argent, et donc ça me plaisait, évidemment que ça me plaisait, mais vous savez, c'est Michel Bouquet, quand il a joué Mitterrand, il a dit j'ai pas du tout essayé de jouer Mitterrand, j'ai essayé de jouer un employé de commerce qui se prenait pour le roi Lear. Et je trouve ça assez beau, un représentant de commerce qui se prenait pour le roi Lear. Mais je trouve ça assez beau. Et c'est vrai que Mitterrand, c'est un personnage fascinant, et avec tout ce que ça a de dérangeant et d'assez élégant aussi. En tout cas, il lisait des livres, contrairement à d'autres. Qu'est-ce que vous, en tant que metteur en scène, vous cherchez? Parce que vous savez, alors c'est peut-être que mon point de vue, mais il y a des acteurs où on se dit, je vais le voir parce que je vais pas voir l'acteur. Il va se fondre. Par exemple, je prends un type comme Podalides. J'aime beaucoup Podalides parce que c'est un caméléon, il est capable de jouer tout le monde. Et puis d'autres, je vais dire, je vais le voir parce que j'aime cet acteur, je sais que c'est avec lui. Vous, en tant que metteur en scène, qu'est-ce que vous cherchez quand vous cherchez un acteur? Moi, je cherche la virtuosité et la folie, en fait. Donc, quand je vois des acteurs virtuoses et qui, en plus, ont de la folie, ça me fascine. Mais c'est assez rare, en fait. Mais je vois ça quand je regarde Jack Nicholson ou Al Pacino ou Michel Serrault. Hein. Il y a une virtuosité, il y a un travail énorme, colossal, et en même temps, il y a vraiment quelque chose de dérangeant et d'imprévisible. Donc ça bouscule? Ah bah oui, bien sûr, ça me fascine. L'art doit pas ménager le spectateur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette folie, il faut qu'il y ait cette audace, cette insolence, et en même temps, il faut qu'il y ait une rigueur artistique, en fait, pour que ça soit de l'art et pas seulement du psychodrame. Et je trouve que Podalides manque un peu de folie à mon goût, mais bon. Ouais, dans les backgrounds, c'était marrant. En tant que metteur en scène, justement, on parlait de Michel Bouquet et de grands comédiens. Est-ce que pour vous, c'est plus facile ou plus agréable de faire jouer des débutants qui vont un peu être à votre main, c'est-à-dire qui vont faire
exactement ce que vous avez en tête, ou des grands qui, eux, vont peut-être vous dire, OK, là, je fais un peu ce que je veux, et sur qui vous n'aurez pas forcément un grand contrôle, enfin un contrôle total en tout cas. En fait, le problème des grands, c'est que j'ai jamais eu de problème avec les grands. Ils ne m'ont jamais refusé quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai que je vois Michel Bouquet, ou je vois là encore Geneviève Casil, avec qui j'ai travaillé, qui fait partie de l'histoire du théâtre. J'ai jamais eu de problème, même avec les chanteurs d'opéra, j'ai jamais eu de problème, ils n'ont jamais refusé. Si c'est des grands, ils sont assez disponibles en fait. Mais j'aime bien qu'il y ait les deux, justement, dans le Guitry, il y avait Geneviève Casil qui fait partie de l'histoire du théâtre, et puis il y avait des jeunes acteurs dont c'était le premier contrat, celui qui faisait notamment l'enquêteur et puis le valet, et c'était deux jeunes acteurs. Donc j'aime ça, j'avais monté Britannicus, il y avait Agathe Bonitzer qui n'avait jamais fait de théâtre, mais on avait fait une séance de travail avant, et puis il y avait Geneviève Page qui faisait partie de l'histoire du théâtre. Donc j'aime les deux en fait, je pense que j'aime ces deux extrêmes, j'aime la pureté, l'innocence, la jeunesse, et puis j'aime aussi les monstres sacrés, et les mythes et les figures, quoi. Donc j'aime les deux. Ouais. Vous auriez aimé faire jouer qui, par exemple, de disparus ? J'avais un projet avec Michel Galabru, et qui s'est pas fait, qui était quand même un grand homme de théâtre. Oh, bah après, tous, Michel Simon, Pierre Brasseur, voilà, tous les grands. Ouais. Est-ce qu'il y a un grand qui est surestimé ? On considère Denis Podalides, par exemple. Laurent Lafitte, voilà. Les acteurs à la mode. Ouais. Et est-ce que je pense que ces gens-là n'ont pas la folie de Michel Bouquet ou de Laurent Terzieff, quoi. Et au contraire, est-ce qu'il y en a qui ont cette folie aujourd'hui dans la nouvelle génération ? Vous aimeriez faire jouer qui, par exemple ? Moi, je trouve que Vincent Cassel a une folie. Après, il veut pas faire de théâtre, mais... Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas de théâtre. Ouais. Vincent Cassel, il a quelque chose de dérangeant, en fait. Et puis, il est un peu à part, comme ça. J'aime bien les gens un peu à part, comme était Bouquet ou Terzieff. Les gens du haut goût du jour, comme Podalides ou Laurent Lafitte, qui sont incontournables, intouchables. C'est des gens qui sont très, très dans le sens du poil, quoi, en fait. Qui sont... Conformistes, quoi. Oui, bien pensant, tout est très lisse, tout est très... Voilà, il n'y a rien de dérangeant. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? J'ai des dossiers, c'est pour ça. Ça m'intéresse. Mais ils le savent. Moi, je prends tout. Ça ne les étonnera pas. Au théâtre, en France, au théâtre, peut-être plus que dans les autres arts, il y a un vrai clivage entre le privé et le public. Les autres arts sont mélangés. Comment expliquer ça ? Et alors, vous avez fait les deux. Comment expliquer ce clivage-là ? Qu'est-ce qui distingue les deux réellement en tant qu'acteur ou en tant que metteur en scène ? Et est-ce que ce clivage doit rester ? C'est intéressant comme question, vraiment. Merci. En plus, c'est absurde parce que ça n'existe qu'en France, cette histoire. Parce que j'avais travaillé avec Caterina Murino, qui est italienne, et elle ne comprenait pas du tout le problème qu'il y avait avec le privé et le public. Et c'est ridicule. Ouais, non, c'est ridicule, surtout que moi, je viens du théâtre subventionné, du théâtre public avec Olivier Py, puis après j'ai monté des spectacles à l'opéra, où l'opéra en France n'est que subventionné. J'ai alterné les deux en fait. Après je suis allé là où on me donnait les moyens de faire du théâtre, et donc aussi dans le privé. Et il y a des gens très bien dans le privé, et il y a des gens très très bien dans le subventionné. C'est beaucoup moins manichéen que ça. Surtout qu'à l'arrivée on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui sont des figures du théâtre subventionné, mais qui sont à genoux dès qu'on leur propose un téléfilm sur TF1. Donc, je trouve que tout ça est un peu hypocrite. Et puis, je pense que, mais ça rejoint ce dont vous parliez avant que j'arrive, c'est que je pense que le théâtre public, il est là, au contraire, pour prendre des risques. Justement, il a des subventions, il ne dépend pas de la rentabilité des places, du prix des places, etc., contrairement au théâtre public, contrairement au théâtre privé. Et je trouve que la Comédie Française ou le théâtre de l'Odéon, etc., ne font pas leur travail de monter des auteurs nouveaux, etc. Ils ne font pas tellement, en fait, de monter des œuvres casse-gueule de Victor Hugo. Et je trouve qu'ils font pas leur travail, ce pourquoi ils existent, en fait. Si la Comédie Française fait le même spectacle qu'on peut voir à Bobigny ou à Saint-Denis, c'est pas la peine qu'il y ait une Comédie Française, c'est ça que je veux dire. Et ça rejoint, et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Mais je sais que moi, on m'a reproché, quand j'ai voulu remonter un spectacle dans le subventionné Georges Dandin, c'était au Théâtre de l'Athénée, la majorité des centres dramatiques nationaux ont refusé de coproduire le spectacle parce que j'avais été joué au privé, quoi. Ah oui. C'est incroyable. Hein.
Et j'ai baissé mon tarif, et Christian Lacroix, qui faisait les costumes aussi, l'a fait vraiment pour pas grand-chose, ce spectacle, parce qu'on n'arrivait pas à le monter, quoi. C'est presque sectaire, en fait. Absolument. Si on quitte la famille, c'est fini, quoi. C'est vraiment comme dans le service public, d'ailleurs, c'est un peu comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire, si on passe dans le privé, on peut se faire blacklister. Nagui s'est pas fait blacklister. Non, peut-être parce qu'il est trop important dans le système, mais des plus petits... Oui, c'est non, vrai, en plus, tout ça est ridicule, parce que, enfin, moi, j'ai pas d'œillère sur les gens. J'ai travaillé avec Régis Laspalès, et puis à la fois avec Michel Bouquet. Moi, j'aime les personnalités, j'aime les gens, et surtout s'ils viennent d'horizons différents, donc je trouve ça ridicule. Il y a plein d'acteurs il y avait en tout cas plein d'acteurs du subventionné qui étaient formidables. Il y avait des grandes figures, qu'il y a moins d'ailleurs maintenant. Mais tout ça est ridicule. Et il y a plein de carrières qui ont commencé dans le subventionné, qui ont fini dans le privé. Tiens, vous parliez de Laspalès. Avec lui, vous avez monté Fric-Frac, je crois. Fric-Frac, et puis une pièce policière aussi. Piège pour un homme seul. Et dans Fric-Frac, il y avait aussi Julie Depardieu. Absolument. Alors, est-ce que c'est un truc qui m'est arrivé. Je parlais du 19 mars tout à l'heure. C'est le jour où j'étais revenu à Paris et je m'étais dit, tiens, comme vous avez la gentillesse de m'inviter à venir voir La Jalousie, je voulais la revoir sans vous embêter. Donc je suis venu, je vais aller prendre ma place tranquillou dans la file. Et puis c'était fini. Et je me dis, mais c'est vraiment triste parce que je le verrai plus, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous pensez du théâtre filmé ? Parce qu'en fait, ça peut avoir... Enfin, j'ai l'impression que ça peut être drôlement bien pour... moi, j'aimerais bien voir Fric-Frac, par exemple, mais c'est fini, donc... non, on l'a pas filmé, ouais. Mais je pense que c'est bien que ce soit filmé, parce qu'il y a une trace, donc c'est comme ça que moi j'ai pu voir Maria Cazares dans Lady Macbeth, parce que ça avait été filmé dans les années 60, 50, mais à la fois c'est pas le spectacle, et à la fois je pense qu'il faut pas essayer de faire croire que c'est un film, il faut vraiment avouer que c'est du théâtre filmé. C'est ça qui était beau au théâtre ce soir, c'est qu'on voyait le public, même on filmait le public qui regardait, et donc je sais que là on va filmer La Jalousie, et sûrement, pas dans le service public parce qu'ils n'en ont pas voulu, mais Guitry c'était quand même pas un petit peu trop... C'est sulfureux. Oui, c'est ça. Mais Guitry sulfureux. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y aura une trace, en fait. Je suis très content qu'ils ont filmé, par exemple, le Tartuffe que j'avais monté Michel Bouquet. Je suis très très content qu'il y ait cette trace. Faut le dire à Charles Aloncle, là. Parce que refuser de filmer une pièce de Guitry quand dans les services publics... Mais ils ont refusé aussi de André Roussin. Hein. Ouais. Et quelle raison ? Parce que ça triomphe, vous faites des salles combles et tout. Et parfois, il passe des choses à la télévision qui sont terribles. Mais quelle est la raison qu'on vous donne ? C'est du vieux théâtre, ça ne plaira pas à notre public, etc. Non. C'est hallucinant. Si t'es pas la bonne personne, c'est pas le bon copain. Hein. Parce que je suis pas certain qu'ils connaissent toutes ces... Non. Il y a une grande inculture quand même. Non, ils y connaissent rien. Mais si je voudrais rester sur Paris, parce que je discutais avec Stéphanie Tesson, et d'ailleurs en même temps avec Sylvain Tesson, donc théâtre de poche, et qui craignait beaucoup, je suis pas sûr que la nouvelle élection va les rassurer, que la défiguration de Paris, avec les conséquences sur les voitures et l'impossibilité pour les banlieusards de venir, détruisent le théâtre parisien. Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans le public, que on a du mal, alors peut-être pas vous, parce que vous, c'était des grands succès, mais d'autres ont du mal à remplir le théâtre parce que c'est très compliqué d'accéder à Paris, est-ce qu'il y a un vrai risque que le théâtre disparaisse complètement, mais ralentisse furieusement à cause de ça ? Bon, je pense pas, parce que le théâtre à l'heure actuelle, il marche mieux que le cinéma, parce qu'il y a tellement de chaînes que les gens restent chez eux, en fait. Donc, et c'est quand même formidable qu'il y ait des gens qui vont au théâtre. Et puis je vois même à l'Opéra, à Toulouse, quand j'ai monté le Monsieur Fantôme, c'était plein. Donc c'est pas si simple que ça. Et moi, je crois que c'est plutôt ce qui m'inquiète, c'est que les politiques n'en ont rien à faire du théâtre et de l'opéra, aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche. Hein. C'est ça, surtout ça qui m'inquiète. Parce qu'avant... je ne parle pas de Gaulle et Pompidou qui étaient très concernés, et surtout Pompidou, mais même Mitterrand, même la gauche caviar, ils allaient au théâtre et à l'opéra. Sûrement pas pour les bonnes raisons, mais ils y allaient. Et ils ont fait beaucoup pour. Mais depuis des années et des années... vous avez un spectateur qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit qu'il va vous voir. Oui, bien sûr, il vient. Ouais. Mais lui, il aime beaucoup le théâtre, mais il n'a pas fait grand-chose pour le théâtre. Mais je pense il part bientôt. Oui, certains. Mais je pense que ça ne les intéresse pas du tout. Et ça, c'est très très grave. Et on a vu des villes en province qui ont, à l'opéra par exemple, qui ont beaucoup pâti de ça, parce que les politiques ne comprenaient pas à quoi ça servait de faire un opéra. Quel rôle peut avoir le politique dans le de donner des moyens de faire du théâtre et de l'opéra. C'est financier. Ouais, on encourage par des subventions. Et c'est important pour l'opéra, c'est très important. Même d'ailleurs, si on parle de Paris, peut-être dans certains quartiers, laisser la circulation. Le problème, c'est que les gens arrivent pas à accéder. Gratuit, ça peut être.
Oui, c'est ça. Mais un stationnement gratuit, par exemple, les soirs de Non, mais je dis toujours, De Gaulle, il allait voir Claudel à l'Odéon avec Alain Cuny. Pompidou, lui, il a écrit l'anthologie de la poésie française. Enfin, il y avait quand même... Et même Mitterrand, il n'était pas très branché opéra et théâtre, mais il lisait des livres. Il y avait quand même ça faisait partie du patrimoine, quoi. Tandis que là, maintenant c'est suspect. Maintenant, c'est suspect, quoi. Le théâtre et l'opéra, c'est un truc de bourgeois, quoi. Ah oui. Ouais. Pourtant, c'est des gens de gauche, mais souvent. Mais maintenant, je vous dis, la nouvelle gauche et la nouvelle droite, ils s'en foutent un peu. Alors justement, ce qui est intéressant, alors là, je rebascule sur le cinéma. On voit que le théâtre, comme c'est peut-être moins connu, où les gens y vont moins, donc se sentent moins concernés, et un peu en pas de côté. Mais le cinéma est devenu un sujet de polémique, un sujet de discussion et un sujet politique. Alors très binaire. C'est que des trucs de gauchistes, j'en ai marre de payer pour eux, et les autres, c'est des poux qui connaissent rien à l'art. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça devient un sujet, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Mais n'empêche, l'industrie se porte pas très bien, vous l'avez dit, les chiffres, voilà. Et depuis quelque temps, on voit réapparaître le retour de réadaptation de classiques, avec de gros budgets. Dimitri Rassam, je crois que c'est ça son nom de famille, producteur, a fait les Trois Mousquetaires en deux films, Le Comte de Monte Cristo, là il annonce Les Rois Maudits, plus Les Mille et Une Nuits, et on a vu, et puis les Misérables vont arriver. Quel regard portez-vous sur ça, ce retour des grands classiques avec des gros moyens en blockbuster français ? Moi, je trouve ça bien. Après, à l'arrivée, c'est souvent moins bien que les films précédents, quoi. C'est-à-dire, je préfère Harry Bor à Vincent Lindon, donc... Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Donc les Trois Mousquetaires, moi j'ai pas tenu le coup. Le Monte Cristo, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté. Donc mais ça part d'un bon sentiment, on va dire. C'est comme quand la Comédie Française monte le Souhait de Satan de Claudel ou le Cid de Corneille. Mais est-ce qu'ils savent vraiment dire les Alexandrins ? Ça c'est une autre histoire. Après ça part d'un bon sentiment. Oui. Moi je trouve ça bien. Illusion perdue, c'était drôlement réussi, non ? De Giannoli. Oui, c'était bien. C'était bien. Ça va. C'est timide. Ça va. Non mais j'étais vexé de pas être dedans. C'est ça. Mais vous auriez aimé jouer qui ? Je sais pas, mais je comprenais pas pourquoi j'étais pas dedans. Mais ça, c'est les égos d'acteurs. Ah non, mais c'est quand même vrai. Vous auriez été très bien à la place de Depardieu. L'éditeur qui sait pas lire, c'est quand même merveilleux comme personnage. Ouais, magnifique. Mais j'aime beaucoup Depardieu. Mais tout ça, parce qu'on disait quoi en fait ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle ? Ils sont pas très curieux, parce qu'ils remontent Les Misérables, ils montent tout le temps Cyrano de Bergerac, c'est toujours les mêmes trucs, quoi, quand même. Au cinéma, ils devraient ressortir des choses plus qu'on ne connaît pas, quoi, en fait. Oui, mais ce serait plus risqué, parce que comme pendant longtemps, on a fait des biopics. Et on vous sortait la vie d'un tel, on aurait cru de La Guerre des Michards ou un livre d'histoire. C'était toujours, parce qu'on sait que grosso modo, il y a un public pour Napoléon, il y a un public pour je ne sais qui. Mais non, c'est avec les stars. Moi, je pense que ça dépend comment c'est fait, parce que quand c'est Coppola qui fait Dracula, c'est magnifique. Donc, je pense que ça dépend du style, ça dépend comment c'est fait. Après, est-ce que c'est des grands réalisateurs ? Est-ce que c'est voilà. Mais là, le but, c'est de faire revenir des gens qui, en effet, ont la télécommande et l'écran parce qu'on a les plateformes, qu'on a les séries, qu'on a tout ça, les faire sortir en disant que la salle, même si le film est moins bon, la salle, c'est autre chose qu'un canapé et qu'une télé. C'est pas pareil. Moi, je le vois d'un point de vue positif. Mais je sais pas si ça fait vraiment sortir les gens. Enfin, je sais pas. Il y a des grosses entrées. Ah oui, tant mieux alors. Les Trois Mousquetaires a bien marché. Le Comte de Monte Cristo, ils ont fait 10 millions. Mais je préfère Les Trois Mousquetaires avec Lana Turner. Il y a une version avec Lana Turner qui fait Milady, qui est magnifique. C'est laquelle ça ? Parce qu'il y avait celle avec Bourvil, qui jouait Flanchet. Ouais. Et l'acteur qui jouait d'Artagnan était aussi expressif que Chuck Norris, c'était infernal. Mais Bourvil était excellent. Je me rappelle plus de... Oui, je crois que c'était Mylène de Mongeau qui faisait Milady. Ah oui, merveilleuse. Vous parliez de Dracula de Coppola, qui est là aussi un grand film baroque pour le coup, c'est incroyable. Et la costumière, c'était une japonaise qui faisait des costumes d'opéra, qui est morte maintenant. Ah d'accord, ça se voit quand même. Il y a des contrastes avec les rouges, les noirs. Gary Oldman est magnifique. Ah oui, il est incroyable. Mieux le Podalides. Plus beau. Est-ce que l'art, ça peut inspirer votre créativité ? C'est-à-dire la peinture. Est-ce que vous pouvez intégrer en gros la peinture ou la littérature dans votre mise en scène, par exemple ? Je trouve ça très important. Moi, quand j'enseigne, je dis toujours aux jeunes, allez voir des films de Fellini ou de Coppola, et aller voir des peintures, écouter de la musique, etc. Moi, je suis totalement influencé. Vous savez, c'était Stravinsky qui disait « Je ne suis que le produit des maîtres que j'admire », mais je suis vraiment, moi, influencé par tous les mouvements que j'ai... qui m'ont séduit et qui m'ont inspiré, évidemment. C'est pour ça que Vous aimez quel peintre, par exemple ?
Je dirais, j'aime beaucoup Picasso, parce qu'en plus il y a plusieurs périodes en fait. Voilà. Mais j'aime aussi des choses un peu plus kitsch comme Gustave Moreau, des choses comme ça. Enfin, bon. Et des gens comme Bruegel ou Bosch. Ouais, magnifique, bien sûr, super. Je trouve que ça. Oh, bah oui, c'était très audacieux. Ça ressemble un peu à vos inspirations, ce côté incroyable et. D'ailleurs, dans ce spectacle d'Olivier Py, je me mettais une fleur dans le cube. Enfin, c'était tout du figuratif. Hein, c'est très Bruegel, ça. Voilà, c'était inspiré d'un tableau. Margot la Folle. Voilà, je crois. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Oui. Il y avait la Nef des Fous aussi, Fous. Donc, évidemment, non, je m'inspire de. Surtout quand on fait des mises en scène d'opéra ou de théâtre. Et en littérature? En littérature... Comme vous avez parlé de Bosch et des Fous, je pense à Dantec, parce que c'est les 10 ans de sa mort. Est-ce que vous étiez un lecteur de Maurice Dantec, par exemple? Non, pas tellement. Quels sont les écrivains français qui vous inspirent et que vous aimeriez pas français. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Dostoïevski. Dostoïevski, ça avait été une révélation. L'idiot de Dostoïevski, je me souviens, je lisais ça comme une série. Quoi. C'était très très long, il y avait 2 tomes. J'étais assez jeune. Mais évidemment, Proust. Ah oui? Ah bah oui, je vous aurais plus vu Céline que Proust. Bah les deux, oui. Bien sûr. Mais Céline, c'est bien après quand même. Oui, mais c'est très différent. Enfin, c'est vraiment le. Non, Proust, j'aime le style et j'aime le côté même futile par moment de une description d'un détail totalement futile. Et puis la décadence aussi. Et d'ailleurs, Proust, il n'est pas politiquement correct d'ailleurs. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai, il est pas wokiste. Mais disons que c'est un. Quand le baron Charlu paye un maquignon pour le frapper, c'est quand même pas tellement. Il torturait des rats dans sa cave, c'est pas très animaliste non plus. Bah oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'ennuie, il torturait des rats dans sa cave. Mais Céline admirait Proust, admirait le style de Proust. Il dit au moins il a du style. Il a du style, oui. Vous pourriez adapter un grand roman sur scène? J'y ai pensé, mais c'est compliqué en fait. Ouais, c'est compliqué. Bon, on a envie avec Dostoïevski, on a envie parce que c'est des personnages de théâtre, mais en même temps, c'est pas. Il y a des scènes. Je me rappelle d'avoir vu Peter Brook, c'était au Bouffe du Nord. Il tournait le Grand Inquisiteur. Ce passage-là. C'est vrai que Dostoïevski, on peut prendre des passages dans les Frères Karamazov, dans il y a des. Et puis ça plairait aux scolaires parce que le théâtre vit aussi grâce. Il y a une partie des pièces qui fonctionnent parce que les écoles emmènent leur. Oui, mais je pense que les jeunes, ils ont envie de rêver. Hein. Ils n'ont pas envie qu'on leur parle des banlieues et de. Oui, bien sûr. La fracture sociale, ils ont envie de. Moi, je l'ai vu, on avait invité des jeunes à la Générale du vaisseau fantôme de Wagner. J'ai dit, oh là là, ça va être une catastrophe. Et ils étaient fascinés parce qu'il y avait les bateaux, il y avait le diable qui apparaissait, il y avait des zombies, enfin, qui sont écrits dans l'œuvre. Hein. Et il y avait quelque chose. Et là, je dois monter l'année prochaine Lohengrin de Wagner, qui est un conte médiéval. Et je veux qu'il y ait les armures, le combat aux épées, etc. Et c'est là où on pourra toucher un autre public, justement. Mais les jeunes, ils veulent rêver. Hein. Et alors, vous dites ils veulent rêver. Vous avez parlé de vous. Les épopées, les héros, c'est quoi une épopée française? Est-ce qu'on peut définir un héros français? L'américain, on devine tout de suite, il va sauver le monde, il va zigouiller tout le monde. Le héros français, on a l'impression, quand on regarde les films de gamins, il meurt quand même plus souvent dans ses films. Quand on voit... on rêve américain, mais on n'a jamais eu les mêmes épopées qu'eux, on n'a jamais incarné un héroïsme américain. Comment on pourrait le définir? C'est pas un héroïsme américain, c'est un héroïsme français. Mais comment on peut le définir, l'héroïsme français? Sinon par Cyrano qui se fait qui se fait choper sa femme et qui meurt à la fin. Quoi. Oui, mais c'est pas un héros tragique, Cyrano, c'est du drame. Mais non, le héros tragique, en effet, en France, il finit par se détruire, ça c'est sûr. Il ne gagne pas. Il n'y a pas tellement de happy end, on va dire. C'est pas du... Oui, c'est ça. Oui, parce que de Roland Roncevaux... Pas du feel good, comme on dit. Le héros tragique, par définition, il se rappe la figure. Hein. Ah, mais est-ce que ça fait rêver? Ça fascine, en tout cas. Ça fascine, ça questionne. Ça fascine. Et puis ça permet de t'envoler un petit peu. Il y a un côté héroïque. Après, ça peut être des personnages historiques. Les épopées napoléoniennes, ça peut faire rêver. Quoi. C'est quand même des choses assez grandioses. Alors, on devait parler d'opéra. Malheureusement, le temps passe tellement vite. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à l'opéra? C'est votre mère, c'est ça? Voilà. Ok. Et c'est resté. Mais c'est drôlement jeune. Enfin, c'est impressionnant, l'opéra, non? Il y a un côté un peu intimidant. Oui, mais enfin, c'est comme... Vous savez, à la base, l'opéra était très populaire. Hein, à la base. Après, c'est devenu quelque chose de chic, mais c'était très populaire, en fait. L'opéra italien, en Italie, c'est vraiment un culte qui est resté, d'ailleurs. Donc non, en plus c'est pas... Justement, on a la musique qui nous permet de... C'est pas intellectuel, la musique, elle parle au sens. Donc non. Au contraire, moi je trouve que c'est pour ça que j'ai complètement été séduit très très jeune. Ouais.
La beauté de la musique, la beauté de la voix chantée, en fait. Et puis, il y a la folie dans l'opéra, souvent, parce que c'est toujours des situations excessives. Et puis, il y a la virtuosité. C'est très, très difficile de chanter un opéra. Il y a très peu de chanteurs d'opéra, en fait. Et vous chantez un peu ou pas du tout? J'ai pris des cours pour pouvoir... diriger. Je fais des parodies, J'ai chanté dans une opérette, mais c'était très dur. Très, très dur. La Belle Hélène de Offenbach. Ouais. Et là, vous parliez tout à l'heure de costumes avec les armures, les épées, etc. Ça veut dire combien de figurants et comment vous trouvez l'argent pour financer un truc pareil? C'est les places qui financent ou... Ah non, c'est à l'opéra. L'opéra est subventionné en France. C'est l'opéra de Toulouse, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Okay. Par l'État et par la région. C'est pour ça que c'est très important, les élections municipales. Il y a Orange, où il y a les Corrigis d'Orange, qui est un immense festival très beau, d'opéra. Ouais. Et alors, quels sont justement les points communs, s'il y en a, et les différences entre le fait de monter un opéra et une pièce de théâtre, par exemple? C'est pareil? Il ne devrait pas y en avoir, mais il y a le fait que les chanteurs, d'abord, ils sont obligés d'avoir bossé, contrairement à certains acteurs. Et puis surtout, ils ont une partition qui est écrite, donc ils ont déjà fait la moitié du travail en chantant la partition. Au théâtre, il y a des partitions écrites, mais il faut inventer la musique, quoi. Et alors, on parlait aussi, pour revenir vite fait au théâtre ou au cinéma, est-ce qu'il y a des films du passé dans lesquels vous auriez aimé être, ou des rôles que vous auriez aimé? Évidemment. Lesquels? Robert Le Vigan dans Quai des Brumes, c'est magnifique. Ouais. Et puis Robert Le Vigan dans Golgotha de Duvivier, où il fait le Christ. Oui, mais il s'était fait arracher les molaires, attention. C'est le plus beau Christ que j'ai vu. C'est le plus beau Christ que j'ai vu. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et il a tourné fou. Et j'aimais bien les films de Chabrol aussi. Ah oui. Ouais. Vous auriez aimé quoi dans Chabrol? Tous les rôles que faisait Michel Bouquet, là, c'était formidable. Et les films, oui, dans les années 70, vous étiez né, mais j'ai des goûts très bizarres, très mais je trouve ça fantastique, moi. Des films, par exemple, avec de Seria ou... Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Comme la Lune avec... avec Marielle, par exemple, ou les Galettes de Pont-Aven, vous auriez très bien pu jouer le Marielle. Léandre Ferréol, Dominique Lamanant, Et ça passerait plus la censure. Non, c'est vrai que c'est fini. Imagine Blier après. Comme la Lune, c'est redoutable. Oui. Mais Blier, c'était beau. Buffet froid, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Avec une distribution incroyable. Alors, je voudrais revenir sur le théâtre, parce que vous avez dit que vous allez la pièce de Guitry, vous allez la relancer. Est-ce que vous allez partir en tournée? Oui. En 2027. Alors, c'est quoi une tournée pour vous? C'est formidable, il faut que ce soit bien organisé. Ouais. Parce que c'est quand même, on transporte beaucoup de gens, etc. Mais c'est souvent bien organisé. Et puis on va vers un public différent. Et puis le public est content qu'on soit là. Et puis souvent, c'est plein. Vous voyez vraiment des différences de public selon les villes, selon les zones géographiques? Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, il y a des typologies? Oui, je sais que c'est... Enfin, je dirais pas la ville. Mais je sais qu'il y a une ville où ils ne rient pas du tout, mais ils applaudissent tout le temps. Les entrées, les changements de costumes, ils applaudissent, ils sont à fond, mais ils ne rient pas du tout. Il n'y a aucune réaction. Et puis il y a des publics où ils sont très 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 chaleureux. Oui, non, mais vraiment, c'est très très bizarre. Et c'est pas les régions qu'on pourrait croire. C'est pas les régions les plus ensoleillées qui sont les plus festives. Ah, c'est bon. C'est comme s'ils avaient besoin de rire dans le Nord. De compenser, oui. Ouais. Et alors, il nous reste 1 minute, malheureusement. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire un livre? C'est-à-dire des mémoires ou un essai? On me l'a demandé 3 fois, et puis là j'ai commencé, mais c'est impubliable, donc je vais attendre encore quelques années pour pas me griller tout à fait tout de suite. C'est intéressant, c'est que j'essaie de parler beaucoup d'art, pas seulement de moi, mais d'art, mais automatiquement, comme je parle de mon parcours, je balance sur tout le monde. Donc, c'est génial. J'attends encore quelques années, je suis en fin de carrière, mais j'attends encore quelques années. Bon, écoutez, on va attendre avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Faux, d'être venu à Radio Courtoisie. Les questions étaient intelligentes. C'est ce qui n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup. Merci encore. On ne sera pas dans le livre. J'ai du temps encore, il y a quelques années. Je vais m'entraîner. Merci encore à tous et rendez-vous donc dès la semaine prochaine avec votre serviteur et dès demain pour Restons Courtois avec Richard de Sèze et mercredi avec Arthur de Vatrigan. À bientôt. Ça suffit maintenant.